Ce podcast vous est présenté avec la participation de la boutique No Watch. Et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Si on sait parce que plus ça va aller, plus on va dire. Allez, on va se lancer. Allez, 1, 2, 3. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geeking. Salut. Vous allez bien, les jeunes ? Oui, ça va. Cette semaine, on va parler de plein de choses comme d'habitude. On va revenir vite fait sur le podcast de la semaine dernière qui était super bordélique. Cette semaine, ça le sera pas. Et je vous le dis, je vais aller au grain. Patrick m'a prêté son fouet et ça va chier si jamais vous dépassez de 2 décibels en rire. Pourquoi tu me regardes moi ? Non, je vous regarde. D'accord. Mais là, moi, il me regarde pas, il sait que j'aime bien les coups de fouet. Donc, Voilà, c'est pour ça. Heureusement qu'on ne déborde pas. Non, voilà. Alors, s'il y a eu un petit commentair sur le Titan, comme quoi le test était pas assez complet, machin. Le truc, c'est qu'on avait déjà testé Windows Phone 7.5 et que finalement, il n'y avait pas grand chose à dire sur l'OS. Et le matériel, on entend bien quand tu croques. Ouais. Et le matériel, en fait, était pas révolutionnaire. Il y a juste un plus grand écran, un appareil photo qui est sympa, enfin voilà, mais on a fait le tour vite fait du truc, quoi. J'ai surtout donné mon avis sur l'appareil. Voilà, c'est tout. C'est tout ? Vous avez rien à ajouter ? C'est génial. Bon, alors jungle. On démarre tout de suite le Geek Cap avec une news sur un jeu vidéo qui s'appelle Inversion, qu'on n'a pas pu tester à Paris Games Week puisqu'il n'y était pas, mais en tout cas il y avait une... Et pas parce qu'il y avait beaucoup de monde qui attendait. Et pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui attendait, exactement. Ouah, ça bâche. Et en fait, ce qui est original dans ce jeu, c'est que, comme son nom l'indique, qui s'appelle Inversion, il y a des inversions de gravité. Wow. Alors, ouais, bon, graphiquement, il a l'air plutôt sympa. Ça ressemble un peu à du Uncharted. Enfin, les personnages ressemblent à... c'est Uncharted, fit Gear of War, fit Mass Effect. Ouais, c'est vrai que ça ressemble à Gear of War dans les combats, la vue. Gears of War, ouais, à chaque fois j'inverse les DS, enfin je déplace le S. Ça ressemble, c'est vrai, à Mass Effect sur certains aspects, en particulier l'inversion de gravité. Mais dans l'ensemble, il y a je trouve que ça donne un aspect plutôt cohérent, plutôt sympa. Les ennemis ressemblent aussi à ceux de Rage, mais je trouve ça assez sympa et ça a l'air d'être dans un univers post-apocalyptique. On sent bien qu'il s'est passé un truc du genre, il y a eu une inversion de gravité, tu vois, qui a tout pété. Et le monde en est là où il est, quoi. Ça fait un peu Uncharted chez Borderlands, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Uncharted chez Borderlands qui joue comme dans Gears of War. Avec des pouvoirs de Mass Effect. Ouais, graphiquement c'est assez beau. Ça a l'air d'être un peu le bordel dans les combats. Enfin, j'attends de voir ce que ça a l'air d'être bourrin, surtout. Ça a l'air d'être assez bourrin, en vrai. Ça a pas l'air d'être très technique, quoi. Enfin, très... il est pouvoirs. En fait, tu peux déplacer des éléments pour t'en servir comme des barrières et les amener avec toi. Donc, enfin, je pense que c'est des choses qui peuvent être quand même tout sympa. Donc, en particulier à la fin de la vidéo, vous allez voir, il y a une séquence que moi j'adore, c'est quand il lance le truc et tu vois tout qui se lève avec les voitures, puis la gravité s'inverse et tout finit contre la façade de l'immeuble. Ouais. Et c'est hallucinant, quoi. Donc, je connaissais pas ce jeu. Je l'ai découvert là avec ce trailer. Donc il sort le 10 février 2012 et j'ai bien envie de l'essayer pour le coup. Le trailer m'a vraiment donné envie. Ça m'a fait penser à un autre jeu qui était édité par Namco, qui se passait avec des armures, qui se passait dans une citadelle. Qui était un peu dans le même style et qui était super nerveux, qui était vraiment super sympa. Donc ça a l'air d'être les mêmes gens qui ont fait ce jeu là. Donc j'ai hâte de voir ça, quoi. On va rester dans le jeu vidéo. Timothée, toi, tu vas nous parler d'un truc. Une petite annonce. Petit. Tout petit, hein. Un truc ça que fait personne n'attend. quelques années qu'on attendait. Donc ça y est, GTA 5 est officiellement annoncé. Donc il y a le logo qui est sorti. Et au moment où on enregistre, on n'a pas vu le trailer, mais au moment le trailer sortira. Ouais, il sort le 2 novembre. Ouais, début novembre. Donc quand le podcast sortira, c'est pas mal ça. Ouais, vous pourrez voir le trailer qui il sera incrusté sans doute sur le podcast, mais vous l'aurez peut-être déjà vu. Donc voilà. Là, aujourd'hui, c'est juste l'annonce officielle et normalement d'ici 2 semaines, quand vous le verrez, le trailer sera certainement dispo. Et t'as vu, il y a grosse spéculation sur la
ville qui sera concernée, puisqu'on parlait de New York, enfin on était à New York dans GTA 4. Il y a eu Los Angeles aussi, dans San Andreas exactement. Il y a eu Miami dans Vice City. Et là, a priori, alors certains ont reconnu le 5 qui en fait est le V qu'il y avait sur les vieux billets. Et en fait, ça serait a priori Washington. Et donc, il y en a qui imaginent que ça pourrait se passer à Washington. J'ai vu Vegas aussi. Ça peut aussi être Vegas parce que c'est un levé comme sur les billets. Vert, voilà. Comme c'est le levé qui est comme sur les billets, donc ça peut être Vegas, ça serait génial. En plus avec GTA, c'est vachement bien. Visuellement, ça va péter Vegas quoi. Si ça joue de nuit et tout, ça va être super beau. Alors j'ai hâte de voir ce que ça va donner puisqu'on a joué à Saints Row 3, mais on en parlera dans le dossier à la fin. Enfin Saints Row The Third, qui bon, on ne spoil pas trop nos impressions, mais qui pour le coup est un poil décevant. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner quand le GTA original et pas ses clones aura sa suite en fait. Voilà. Sophie, toi tu vas nous parler de ciné. Oui, je vais vous parler de... Et pas de série. Pour une fois. Je vais vous parler de Sherlock Holmes. On sait déjà qu'il y aura un 3e film Sherlock Holmes, alors que le 2e n'est même pas encore sorti. Ça, c'est super fort. C'est génial. Pour info, le 2e sort que le 25 janvier, donc il y a quand même de la marge. Déjà, un script vient d'être commandé pour le 3e. C'est toujours le même scénariste. Et il s'appelle Drew Pearce, et c'est aussi lui qui est en train actuellement d'écrire le film Iron Man avec le 3 aussi. Avec le même acteur, donc Robert Downey Jr. Ouais. Et il y a aussi Jude Law dans Sherlock. Évidemment, il y a Jude. Oui. Mais moi j'ai bien aimé le premier Sherlock Holmes. Mais oui, mais du coup, on sait pas si le 2... C'est pas exceptionnel comme film, mais ça se laisse regarder. Ouais. C'était bien. Franchement, ça se laisse regarder. Je m'attendais pas à Sherlock Holmes qui fait du Krav Maga par contre. Mais oui, bon, voilà, c'est sûr. Mais c'était sympa. Ouais, là on a un Sherlock Holmes bagarreur et tout ça, mais moi j'ai trouvé sympa quand même. J'ai vraiment aimé le visuel du film. C'est ça qui était bien, c'est que justement le côté combat, c'était aussi que de l'analyse. Oui. Donc du coup, il se disait si je tape là, boum, ça va faire ça. Tu vas perdre ton équilibre, je vais te tataner en 2 coups et puis voilà. Voilà. Donc, mais c'était pas de la tatane de bourrin quoi. Donc ça qui était rigolo. Sophie, non, Timo, tu vas nous parler de série, ouais, mais tu vois, trop habitué. Je marche sur les plates-bandes de Sophie, du coup. Donc moi je vais vous parler juste de Misfits. Donc la dernière fois on vous parlait du webisode pour dire que Nathan s'en allait. Donc là le trailer est sorti. C'est le trailer de la saison 3 est sorti. Donc voilà. Et donc c'est pas vraiment un spoil parce que c'est affiché partout que Nathan partirait. Oui, tout à fait. Là pour le coup. C'est pas un cliffhanger de fin de saison ou quoi que ce soit. C'est pas une surprise. Et du coup ça t'a donné envie de regarder la suite quand même? Ah ouais, moi grave. Nathan c'est pas mon préféré moi donc Ah ouais? Non, moi c'est Simon. D'accord. Ouais. Il est cool Simon. C'est le plus classe en plus depuis la saison 2, il est encore 2 fois plus classe. Et alors le nouveau on le voit dans le trailer, mais finalement pas plus que ça. D'accord. Et j'ai pas trop su son pouvoir, j'ai l'impression qu'il est juste indestructible ou un truc comme ça. Parce qu'à un moment il se prend une bouteille. Et puis c'est un peu un connard. Ouais, mais ça c'est que des connards de toute manière, si tu les prends séparément, ils sont pas trop. C'est vrai. Mais oui, mais c'est un acteur sympa, il était dans le film This is England. Ah oui. Ah ouais? Ouais. Donc, oui. C'était lequel? Ah, je me rappelle pas le nom du perso. D'accord. Il était dedans. Donc, why not? Et en plus, ça va commencer, le temps qu'on fasse le podcast, ça va déjà commencer. Donc, tout à fait. Encore Timo, tu vas nous parler de jeu. Et d'un jeu qu'on a pu tester pour le coup. Qu'il n'aime pas du tout. Non, c'est pas du tout un jeu que j'adore. Donc, Soul Calibur 5, deux petites news. On sait que le personnage guest, ça va être Ezio de Assassin's Creed. Donc la vidéo où il se bat contre Nightmare avec claque. Donc déjà Nightmare est méga classe, mais Ezio aussi pour le coup il fait pas trop tâche à la Dark Vador ou Yoda. Et oui. Moi je trouvais que ça allait pas trop bien dedans le truc de Star Wars, donc bon. Et puis normalement avec un sabre laser il pète ton arme. Voilà. Mitsurugi il a beau être le plus fort, un sabre laser ça coupe son arme, donc bon. Il est jouable dans les compètes aussi. Enfin, Ezio ? Il me semble. Ah, je sais pas, je me suis pas renseigné là-dessus. Je suis interdit de compète tellement je suis fort. Alors oui, c'est vrai. Et donc il y aura un collector de ouf. Et il y a aussi le collector qui est annoncé. Donc, finalement, c'est pas un collector de ouf, il est assez basique sur le contenu. Quand en fait, ça va être une grosse boîte qui va imiter un peu un livre ancien, il va y avoir un parchemin. Oui, c'est une boîte qui imite un vieux bouquin.
Il va y avoir un parchemin aussi, je sais pas ce qu'il y aura d'écrit dessus. Des artworks, un artbook, de artwork. Bah du coup c'est le artbook. La BO et 2 armures aussi juste pour... spécifique. Okay. Ouais, juste spécifique pour le coffret et je crois que j'ai fait à peu près le tour. Donc voilà, donc moi j'attends ce jeu avec impatience, donc de toute façon vous le saurez certainement tout à l'heure. Ouais, dans la fin du podcast, il y aura un autre dossier. Puisqu'on s'est téléporté au Paris Games Week. Ouais. Moi je vais vous parler de Battlestar Galactica qui est ma série préférée. Pas le vieux, hein, le remake des années 2000, qui est vraiment ma série préférée. Et j'ai flippé quand j'ai appris qu'il y allait avoir un nouveau remake de ce truc-là. Et en fait, a priori, ça serait un film. Donc moi, j'avais pas compris ça au début. Je pensais que c'était vraiment une série, mais non, c'est un film. Et ils ont en fait un scénariste qui s'appelle John Orloff et qui a fait entre autres The Last Guardian. Vous voyez ce que c'est, ce truc avec les hiboux là? Et les chouettes en image de synthèse. Si. Il était cool. Non c'était lui. C'était pas Zack Snyder. Il devait être producteur, mais pas scénariste. Oui, d'accord. Et qui a fait aussi la série Band of Brothers. Donc voilà, là c'est plutôt sympa. Et puis je trouve que Band of Brothers ça va bien avec l'univers de Battlestar. C'est la guerre quand même. Alors pour le coup, ça va être une vraie réécriture du scénario et de l'univers. Ils ont dit que on allait avoir l'impression que ça passait carrément dans un univers parallèle, puisque l'histoire va être bien modifiée et ça aura finalement un peu à voir avec ce qui s'est passé dans la série. Ils vont garder la trame de fond, des Cylons et tout ça machin. Mais ils vont modifier beaucoup de trucs. Bon, à voir ce que ça va donner. Mais apparemment, ça sera un mix entre l'ancienne série, Galactica et la nouvelle. Voilà, donc... Bon. Je sais pas, c'est Space, et c'est Bryan Singer, je crois, qui produit. Ou un truc comme ça. Enfin, voilà. Qui a fait, je crois, Superman... le Superman 4. Bien pas bien. Returns. Ouais, voilà. Ok... Timothée, tu vas nous parler d'un peu de piratage, vite fait. Ouais. Bon, c'est l'anecdote. Oui, voilà, une petite anecdote, un message d'espoir aux pirates. En fait, il y a un mec qui était jugé, qui devait 1 million... 1 million? Oui, c'est ça. 1 million d'euros qui était demandé. 987 000... c'était ça fait 1 million. Mais, arrondi, ça fait 1 million. 1 million d'euros qui lui était demandé, finalement, il a payé que 1 seul euro. Voilà, par la Fox, Disney, tout ça, machin. Donc, il était mineur aussi au moment des faits. Et puis c'était pas vraiment un site de piratage, il recensait que des liens vers des torrents, des liens émules et tout ça. Donc bon, enfin voilà, c'était juste, moi j'ai trouvé ça rigolo. T'es tous les plus grands studios au monde qui sont collés à ton cul et finalement t'as qu'un euro. En plus c'est des frais d'avocat, mais... Ouais. Voilà. Non mais ça fait un précédent de la justice. Ça fait un précédent, mais bon, à voir. Ça fera peut-être pas jurisprudence. Sophie, tu vas nous parler de Bag of Bones. Oui, de Stephen King. Sac d'os. De Sac d'os, c'est un livre de Stephen King qui est sorti en 98. Et donc, évidemment, ils vont faire une série, enfin plutôt une mini-série qui va durer 4 heures et qui va être diffusée sur la chaîne américaine A&E, c'est pas la plus connue. Hein. Et donc les 4 heures, en fait, ils vont faire 2 soirées spéciales Stephen King. Et au casting, quand même, c'est du lourd parce qu'il y aura Pierce Brosnan. Annabeth Gish, c'était celle qui joue dans X-Files, Monica Reyes. Et ensuite, comment elle s'appelle, Melissa George, qui était la blonde de Alias. Pour ceux qui ont parlé de Alias, la blonde d'Alias, ou qui était aussi dans Grey's Anatomy dernièrement. Donc, à voir. En tout cas, ça a l'air assez spécial. Bon, mais c'est Stephen King, quoi. Donc, ça fait bien flipper. Le teaser est dérangeant comme Stephen King. Voilà, comme Stephen King. Donc, à voir bientôt. Ok. Timothée, on va terminer pour la culture avec toi, avec Metal Gear Solid. Oui, donc il y a Metal Gear Solid Collection HD qui est annoncé sur PS3 et Xbox pour février. Donc ça reprend Metal Gear Solid 2, 3 et celui qui est sorti sur PSP dont j'ai oublié le nom. Oui, quelque chose, non? Je sais plus, non, il y a non. Snake, je sais plus quoi, je vois lequel c'est. Ouais, donc mais voilà. Bon. Donc bon, j'ai oublié le nom sur le coup, mais ce seront des versions... T'inquiète, on tiendra rigueur. Ce sont des versions HD de Metal Gear, et pour ceux qui n'ont jamais eu l'occasion de les faire, comme moi, ben, ce sera une très bonne opportunité. Quoi. Ah, t'avais pas fait les premiers J'ai fait le premier, le deuxième, mais j'ai pas pu faire les 3 et celui sur PSP, non.
pas vu non plus. Bon, c'est plutôt sympa, mais en fait là c'est une grosse mode des remakes, hein, puisqu'on a aussi Halo Anniversary qui va arriver. C'est le Halo, le premier qui a été remaké complètement. De toute façon, moi je suis un peu le genre d'idiot qui rachète les HD. Hein, Prince of Persia et Beyond, je peux très bien passer derrière aussi. Sans problème. Ouais. On va passer sur le high-tech et maintenant Sophie, toi tu nous parlais d'une cabine d'essayage de... Ouais. Je parlais d'un grave problème. Ah, j'ai trouvé ça très bien, moi. Ah ouais. Bon, c'est pas qu'un problème de fille, c'est un problème universel, c'est comment bien choisir son jean. Le jean, c'est la base du vêtement geek, voilà, même de quasiment tout le monde, mais surtout des geeks. Toi, Chuck Norris, c'est la ceinture noire, nous, c'est le jean. C'est le jean. Et le geek n'aime pas trop aller dans les cabines d'essayage, dans les magasins, essayer 50 paires de jeans. Donc, en Angleterre, ils ont trouvé un super moyen. C'est des scanners 3D installés à l'intérieur des cabines d'essayage. Ça s'appelle le Bodymetric. Et en fait, c'est un scanner qui peut donc te voir nu. Non. non. Mais si, il faut quand même être en sous-vêtements dans la cabine, hein, je précise. Et donc il scanne tout votre corps et il vous dit en fonction du magasin écoute bien ça, en fonction du magasin dans lequel t'es, il te propose le jean qui est le mieux adapté à ta silhouette. Ça j'ai trouvé ça super. C'est quand même excellent. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas du tout faire les magasins. Ouais. Ce scanner, tu l'as où? Genre tu rentres dans le magasin. C'est le magasin qui doit investir et l'installer dans ses cabines d'essayage. Oui, mais t'es déjà dans le magasin donc. Ouais. Oui, mais tu passes pas 3 heures à chercher ton fut quoi. Ah ok, il te dit rayon 1, machin, il te dit tu prends le machin taille longueur de jambe, taille machin, slim. Attends, mais il pourrait le faire avec Kinect à la maison. Tu te mets en sous-vêtements chez toi, tu fais le tour, hop, et il te trouve la tête. C'est pourri, mais après il faut que tous les magasins vendent leur base de données de fringues. Non, mais sur leur site web, tu vois. Non, mais il faut recalculer le site. Donc qu'est-ce qu'on va faire nous ? On va partir à Londres en vacances. Parce que c'est à Londres pour l'instant, c'est le magasin New Look. Mais bon, on se dit que peut-être ça va se démocratiser un peu, d'autant plus qu'apparemment c'est quand même pas si cher que ça, c'est facilement démontable, facilement installable, donc puis ça peut créer un petit phénomène de mode aussi, donc j'imagine que ça va Donc tu veux que j'aille là-bas pour essayer ? Voilà, c'est ça, en fait on va aller acheter des jeans à Londres. Ok. Si tu veux. Puis, la suite au prochain épisode. Dans quelques temps. Deux news qui nous viennent de chez Microsoft Research, et ça c'est toi qui nous en parles, Audrey. Ouais. Donc en fait c'est avec Kinect, ils ont fait pas mal de choses, dont encore une fois des hologrammes interactifs, et ça fonctionne super bien. Alors une fois de plus on a une télévision sans verre, enfin on a un verre dessus, on peut passer des mains, et là dans la démo qu'on voit ils peuvent manipuler des balles. C'est impressionnant d'ailleurs, parce que la balle, tu la rattrapes, ou elle tombe, elle rebondit. C'est ça. Tu peux vraiment la prendre, si t'es au-dessus, mais tu peux pas la prendre, faut vraiment que t'ailles dessous pour la chercher. Et c'est super bien fait, t'as vraiment une interaction parfaite. Enfin, il manque juste le toucher en fait. Ben ouais, mais pour le toucher, il y avait la sensation de gants. Ouais, mais la démo d'ailleurs est intéressante pour ça, parce qu'on voit même à un moment, il tient un espèce de livre, et il y a un fluide qui tombe, et il suit vraiment le relief du livre. Ouais. Donc on le voit se mettre au milieu du livre, s'écouler au milieu, faire la forme de la page. D'ailleurs, ça utilise Kinect, non ? Oui, c'est ça, ça utilise Kinect pour scanner en 3D. C'est hallucinant. Ouais, c'est marrant. Enfin, c'était pas mal foutu. Bon, après, je sais pas quel va être l'usage final. Peut-être pour des simulations, ce genre de trucs, pour des sociétés... Ouais, tu vois, genre pour tester l'aérodynamisme ou ce genre de trucs, tu peux imaginer des projections de particules sur des objets que tu poses, par exemple. Ça peut être sympa en fait pour de la cible. Mais bon, après dans la vie de tous les jours... Enfin pour l'instant, dans la vie de tous les jours peut-être pas, mais pour faire ton armure d'Iron Man, c'est pratique. Tu passes la main dedans, tu regardes si ça marche bien. Ouais. Jarvis, est-ce que tu peux me le faire en rouge Voilà. Ouais, c'est ça. Un truc discret. Fais-moi un truc discret en rouge. Ok. Et autre chose, l'Omnitouch qui ressemble beaucoup à l'Omnitech de Mass Effect. Et en fait c'est un dispositif encore avec Kinect, un pico projecteur qui est calé sur l'épaule et qui permet de projeter. Tu ressembles un peu à War Machine, mais. Bon, non, c'est pas si gros. Et en plus, ils ont dit qu'ils auraient aucun problème à réduire le dispositif. Donc là, pour l'instant, c'est un peu imposant, mais pas tant que ça. T'as une caméra sur l'épaule. Et on peut projeter des boutons tactiles, en gros, sur n'importe quelle surface. Et la surface, enfin, pas la surface, mais on va pouvoir interagir avec. Donc, par exemple, je mets ma main, je veux composer un numéro de téléphone, je le fais sans problème. Il y a un mur en face, je peux le faire aussi. Où je peux projeter sur le mur, me dire, tiens, regarde mon truc, et Timo va interagir avec. D'accord. Donc, et c'est super réactif, c'est vraiment fluide. Alors, Microsoft avait présenté déjà un projet comme ça il y a un moment, avant Kinect,
où en fait il fallait en plus rajouter un truc au poignet de ça qui détectait en gros l'endroit où tu tapais par propagation des ondes. Là c'est réglé avec Kinect puisqu'il est capable de voir en 3D, de savoir que tu touches ou pas la surface. Il calcule la profondeur. Et donc là il sait exactement quand tu tapes, et ça me fait beaucoup penser à Sixième Sens donc qui avait été présenté à TED il y a 2 ans, où en gros tu montrais ton papier toilette, il te disait s'il était écolo ou pas, t'avais tes news et tes machins qui étaient projetés en fait. C'était assez rigolo. Pas mal. La différence, c'est que c'est maintenant, c'est plus réactif, et au niveau de la luminosité aussi. Je trouvais que c'était beaucoup plus clair et beaucoup plus agréable à regarder. Ouais, après peut-être ça a été fait dans les conditions idéales de température et de pression. Voilà. Genre il faisait assez sombre. Ce que je me dis aussi. Mais ça peut être sympa. Ce que je trouvais assez sympathique, c'est que ça reprend les mêmes... la même interface. Pas interface, mais façon d'utiliser. J'ai oublié le mot. Avec les 2 doigts pour agrandir et réduire, ça reprend l'interface la manière d'utiliser nos habitudes de tous les jours. Donc tu seras pas obligé de retourner au simple clic à la con. Oui, t'as quand même le multipoint. Tu as agrandi, là tu avais une carte qui était projetée, une carte de navigation, tu pouvais agrandir, déplacer rapido sur ton petit bout de papier. Ouais, c'est vrai que ça c'est la vraie nouveauté en fait de ce système là. Donc impressionnant. À suivre. J'ai envie de dire. On enchaîne avec pas Siri mais son frère jumeau Iris. Ils ont juste déplacé une lettre. Non, ils ont inversé en fait. Ils se sentent pas trop pour Android, qui a été développé en 8 heures, donc c'est pas une news toute fraîche mais à signaler. Donc en fait en gros c'est le pendant de Siri sur Android. Il a été développé pendant un hackathon. Une compétition de hack, donc en à peine 8 heures. Il est plutôt fonctionnel. Un marathon de hack. Il est plutôt réactif d'ailleurs, c'est ça qui est assez bluffant. Bon, il n'est pas encore totalement utilisable, mais il utilise le Wolfram Alpha et tout ça en fait, un peu comme Siri. Mais ça a été fait en 8 heures quoi, donc autant se dire que s'il travaille un peu dessus, ça peut donner un truc un peu sympa sur Android. Quoi. Les mecs sont un tout petit peu bons quoi. Juste un tout petit peu. Mais voilà, donc c'est une petite news en passant, donc Iris sur Android, à voir si ça sortira ou pas un jour. Encore Audrey, tu vas nous parler de CAPTCHA. Oui. Alors le CAPTCHA... Tout le monde connaît le CAPTCHA. Tout le monde connaît le CAPTCHA. C'est ce fameux truc où tu dois taper, souvent même toi t'arrives même pas à lire ce qu'il y a écrit. C'est ça. Et en fait, donc Google a racheté la boîte qui s'occupait de ça, qui s'appelle reCAPTCHA. Et là, je viens de découvrir. Alors, je sais pas si peut-être que c'est un vieux truc que tout le monde connaît, mais moi je ne savais pas. Et en fait, Google nous utilise pour scanner des livres, parce que Google aussi fait une grande bibliothèque de livres numérisés. Et quand tu numérises un livre, c'est pas con. Hein. Ouais, il y a des mots souvent que t'arrives pas, que l'ordinateur n'arrive pas à revoir parce qu'il y a eu des petites crasses ou trucs comme ça. Donc du coup, le principe c'est qu'il y a toujours 2 mots dans les CAPTCHA. Le premier c'est pour vérifier que nous on a bien tapé le mot, et le deuxième c'est le mot qu'il n'arrive pas à lire. Et c'est souvent le mot qui est un peu plus compliqué à lire. Et il va en fait le proposer à plusieurs personnes. Et voir ce qui revient le plus souvent. Voilà. Pour trouver le bon mot. Faire un algo intelligent pour... Et du coup, après, ça va traduire le scan. Ça va traduire le truc qui t'a pas défini. Donc maintenant que tu sais ça, le deuxième mot, tu marques que des conneries. Ah, mais je savais même pas. C'est marrant, tous les mots, c'est du sbit maintenant. C'est bizarre. D'accord, je ne savais pas. Voilà, donc je trouve ça rigolo. D'un côté, je me sens un peu... Un peu spoilé. Genre, c'est pas cool qu'on m'utilise. Voilà, et on me paye pas. Voilà, à l'insu de mon plein gré. On m'a utilisé sans que je le sache. Mais de notre côté, c'est vrai que c'est un moyen plutôt sympa de faire avancer des choses dans l'utilisation de livres, même si c'est pas toujours tout ce qu'ils font. Très très malin. Ah, c'est ultra malin quoi. D'utiliser le CAPTCHA pour ça, c'est très très malin. Ouais. Et on va terminer par la triche au poker. Oh, j'ai vu ça. Marquer les cartes. Ça, c'était rigolo. C'était rigolo. C'est moche. Bon, alors en gros. C'est triché, hein. C'est moche. Donc tricher n'est pas jouer. Donc au poker, il y a plein de techniques de triche, et là il y a une bande de geeks qui se sont amusés à mettre au point une nouvelle technique. Ils marquaient les cartes en fait avec de l'encre invisible, et ils avaient des lentilles infrarouges pour voir cette encre. Voilà. Un peu comme dans les experts. Là, c'est la méga triche. Ah là, c'est la triche de haut niveau. C'est un peu comme dans les experts, tu sais, quand ils cherchent les traces de sperme avec leur truc. Ouais, c'est ça. Non, mais sauf que là, c'est lentilles. Pourquoi mettre de l'encre invisible? Les lunettes des experts. C'était un peu moins bref. C'était moins cher. Donc, il fallait bien que je fasse une blague graveleuse pourrie. Voilà, défaite. Les casinos s'en sont rendus compte, donc là ils ont mis des techniques qui permettent de. Il est pas sous des lampes UV en fait pour vérifier. Non mais c'est vrai en plus, c'est ça. C'est vrai. Ouais. En plus, ils doivent tout le temps changer. Ce que je comprends pas, c'est qu'en fait normalement ils changent les jeux de cartes. Oui, mais quand il y en a un autre à la table qui marque les cartes. Ils sont tous les joueurs
Ils jouent contre le croupier en fait. Ils ont joué contre le croupier. Mais ils sont tous ensemble. Et du coup, ils ont tous marqué les cartes. Mais ils les marquent comment ils l'ont sur un doigt par exemple, ils l'ont sur un doigt et ils les marquent. Mais ils peuvent pas les préparer à l'avance, c'est ce que je veux dire. Oui, non, voilà. Mais du coup, maintenant, l'idée c'est que maintenant ils les passent tous sous des lampes UV pour vérifier si c'est marqué. Mais c'était un procédé super connu aux États-Unis, mais c'est juste que le fait que ça vient d'arriver en France. Et je crois qu'ils avaient remporté 10 000 € ou quelque chose comme ça, et c'est là que ils se sont dit, il y a un truc bizarre. Comme d'habitude, ils se font avoir parce qu'ils ont trop gagné. Dans l'excès. Alors que si c'était arrêté à 5 000... Bah, s'ils avaient regardé dans les experts, justement, ils se font toujours avoir à cause de ça. Ouais, exactement. Regardez les experts. Allez, on enchaîne avec les Geek Notes, le petit jungle. Les Geek Notes, on va commencer par des news Windows Phone 7, puisqu'il y a eu le Nokia World aujourd'hui où nous enregistrons. Nokia a dévoilé ses 2 premiers mobiles sous Windows Phone, et comme ils ont dit, les 2 vrais premiers Windows Phone. Genre, avant c'était pas des Windows Phone, mais maintenant que nous on est arrivé, c'est des vrais. Donc le Nokia Lumia, alors c'est bizarre aussi qu'il ait appelé Lumia, mais 710 et le Lumia 800. Le 710, on va passer assez vite dessus, c'est l'entrée de gamme de chez eux. Ce qui est intéressant, c'est qu'il vaut 329 € seul, sans abo. Et avec abonnement, à mon avis, il sera à 1 €, donc ça sera pas très cher. Processeur 1,4 GHz, c'est le même processeur que dans le Titan, donc il est plutôt véloce, sauf qu'il a 1 Go 4 alors que sur le Titan il a 1 Go 5. 8 Go de mémoire interne, ça par contre c'est pas terrible. Et par contre, un truc un peu sympa, c'est des coques interchangeables. Il y en a de plein de couleurs, ça rappelle la bonne époque du 3310. Mais là, c'est le premier smartphone à ma connaissance. Enfin non, il y en a eu d'autres, mais c'est le premier vrai smartphone un peu haut de gamme, bien qu'il soit pas vraiment haut de gamme, mais enfin, bref, vous avez compris, qui permet de changer des coques comme ça de plein de couleurs. Donc ouais, je trouve ça assez sympa. La face avant, par contre, elle est noire ou blanche. Et derrière, il y a 4 couleurs, je crois. Il y a jaune, bleu, rose blanc, enfin, pour l'instant, noir. Non, il y en a un peu plus. 5, tu vois, j'en suis. Ça fait 5. Ouais, 5. Et je crois qu'il y en a encore une autre. Mais je sais plus. Bon, bref, il y en a 5 ou 6. 329 € seul, c'est pas très cher. Le Nokia Lumia 800, alors lui, il est qu'en 3 couleurs. Donc noir, cyan et magenta. Sa particularité, c'est qu'il a un design unibody. Donc il n'y a pas de vis, c'est un seul bloc de plastique. Avec juste la plaque de verre de l'écran, bah, tous les composants sont glissés en fait à l'intérieur. Donc aucune vis, aucun angle, enfin pas de possibilité de décrocher des trucs, enfin il y a rien quoi. Sauf au-dessus, il y a des petits clapets pour la carte SIM et tout ça, mais sinon il y a vraiment rien. Donc c'est plutôt sympa. Processeur pareil, 1 Go 4, même que le Titan, tout ça. 16 Go de mémoire interne, donc comme le Titan. Aujourd'hui, il n'y a pas de Windows Phone qui vont au-delà de 16, et ça c'est un peu dommage. Un écran AMOLED 3,7 pouces Clear Black. Alors c'est ça la techno dont je ne me rappelle jamais le nom. Clear Black, en fait, ça permet de lire même dans des conditions extrêmes de luminosité. Du genre, il fait dehors. Super beau dehors. Ouais. D'habitude, tu lis rien sur ton écran. Et ben là, ça c'est une super bonne idée. Ouais. Et alors la démo bluffante, c'est que pendant la Nokia World, le mec il avait un vidéoprojecteur qui était braqué dessus, pour diffuser sur grand écran écran derrière, ouais. Et il y avait aucun reflet. Le truc, t'as jamais vu ça. Aucun reflet. Ouais. T'as l'impression que c'était une vidéo enregistrée avant, alors qu'en fait pas du tout. Ils faisaient sa démo en live. Et puis. Alors ça élimine pas tout. Que les choses soient claires. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que sur le site de Nokia, pour le Clear Black, ils ont une démo. C'est les deux mêmes appareils, un avec le Clear Black, l'autre sans. Et il y a une sacrée différence au soleil, quoi. Donc plutôt intéressant. Et puis ça fait des noirs très profonds. Comme c'est un écran AMOLED, un peu comme ce qu'il y a sur les Samsung Omnia. Mais sauf qu'en plus, le verre est traité pour. Les deux mêmes téléphones ? Oui. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une version. Non. Et en fait, c'est juste pour la démo. D'accord. Ils ont fait une démo en fait avec un avec Clear Black et l'autre sans. Voilà, ils se sont amusés pour montrer, la démo de leur techno. Alors lui, il sera vendu 499 € seul. Pour le haut de gamme, c'est pas si cher que ça, puisque c'est quand même 5. Alors attends, c'est 50 € de moins déjà que le Titan. Et surtout, jusqu'au 26 décembre ou jusqu'à fin décembre, il vous offre 50 € de remise en fait en envoyant un coupon. Donc c'est plutôt top. En Angleterre, et carrément, si tu l'achetais aujourd'hui, il t'offre une Xbox avec. Hop, c'est cadeau. Donc plutôt sympa. Tu vois, comme ça on pourrait jouer chacun son truc. Moi je le trouve pas mal. Alors il a un petit défaut, enfin tout le monde a retenu ça, c'est qu'il a pas de caméra en façade. Alors Skype arrive sur Windows Phone.
Bon, à vrai dire, je Moi, m'en j'aime sers pas rarement. la visio, ouais. Puis je trouve ça intrusif à chaque fois. Il y a que les séries qui sont à fond sur la visio. Oui, Ouais. dans Fringe, ils passent leur temps à s'appeler en visio. Partout, C'est même beau, dans True ouais. Blood et tout. Ils sont sponsorisés par les opérateurs. Ouais. D'ailleurs, tu vois, à chaque fois, Non, mais c'est Sprint ça. ou... Non, mais Oui, c'est obligé. c'est des placements produits là. C'est Ouais. c'est du placement de Que produit. Mais l'usage est pas encore là, quoi. Mais bon, enfin voilà, donc ils ont retenu ça. Après, l'appareil photo de 8 millions de pixels Carl Zeiss, qui ouvre à 2.2 comme le Titan, ça a l'air il a l'air plutôt efficace à voir, quand on l'aura en main. J'ai fait une demande auprès de Nokia, on verra si on en aura un de près. Je trouve plutôt joli, en fait, ce téléphone. Vraiment, c'est... en fait, quand je l'ai dit, mais l'iPhone aurait pu ressembler à ça. Parce qu'il ressemble beaucoup au Nano. Oui. Ben, le Nano, comme tu as toi d'ailleurs, il me semble, un peu allongé. Oui. Qui est en fait en une seule pièce de métal qui fait tout le tour. Qui est trop petit. J'avais un peu l'impression qu'il était petit, le 800 quand même. Pas très Ben, large. l'écran 3,7 pouces, il est grand comme l'écran du Omnia. Ah ouais. Donc, tu vois, Donc ça va. Ouais, ça va. l'écran est plutôt bien. Sauf qu'en fait, ouais, pour le coup, il doit vraiment être super fin et tout ça. À voir quand on l'aura en main. Mais voilà les annonces de Nokia, Windows Phone 7. Je pense que c'est génial que ces terminaux soient enfin là. Et ça va peut-être enfin booster les ventes de Windows Phone 7 et on va peut-être voir débarquer plein d'applications dessus. Ça serait bien. Tu pas pris ton truc I love Windows 7. Non, je le garde que pour les conférences. I love Windows Phone. Par contre, on t'a vu pendant la conférence Nokia. Qu'est-ce que c'est drôle, dis donc. On enchaîne avec Batman Arkham City. Alors, Voilà, Batman est là. donc voilà, ce bonhomme qui On est s'inspire de envahi ma par vie. Batman. Oh là là. Donc le jeu Arkham City est enfin sorti. Ouais. Et j'ai pu le tester, j'ai joué Donc tu as reçu Comme un collector. bœuf. J'ai la version collector. Non, pas comme un bœuf, j'y ai joué tranquillement. Non, c'est ouvert. Mais je peux l'enlever. Non, tu l'enlèves pas. Non, c'est... Donc j'ai reçu la version collector en cadeau Avant d'anniversaire et Cédric. tout. Avant Cédric en plus. Un Je suis jour avant. privilégié. Et Mais il a pu y jouer quand même. donc le coffret il comporte la figurine, un artbook. C'est celui-là. En fait c'est la pochette du jeu. Parce que moi je cherchais le jeu à côté pendant un bout de temps. C'est le jeu. T'as plein Bravo. de DLC. Ça, c'est dans son nom que les DLC à télécharger avec des codes derrière. Si vous zoomez, vous avez le code de tir. Non, c'est le mien. Il y a des courts-métrages et la BO. Ouais. Et bien sûr, moi ce dont je vais vous parler le plus c'est quand même le jeu. La figurine. Ah non, pardon. Ah non, la figurine est très belle, bien détaillée, Tiens, mais je c'est peux pas ce faire qui m'a juste marqué une le plus. anecdote. Arkham Asylum, le collector aussi, c'était un espèce de truc qui s'ouvrait comme ça. Et c'est super chiant après pour le ranger au milieu de tes jeux. Ouais. Ah oui. C'est vrai que ça fait pas... C'est Bah ouais. chiant parce qu'en plus ça ferme même pas. Enfin, c'est Ça fait un pas boîtier une belle plastique. rangée. Ouais, c'est pas C'est terrible. pas uniforme. Ouais, mais surtout que voilà, regarde, la tranche, elle est là, il y a rien Et d'écrit tu- dessus. Bah Tu ouais. pourras le Tu sais ranger à même côté de pas, ton truc Deus Ex. T'as l'impression que c'est un. Ouais, ça, je sais pas. Ouais, bizarre. Donc Le jeu. L'intro. J'ai pu le tester. Enfin moi perso j'adore. Hein. C'est Et est-ce que tu as vu, quand même, par rapport au trailer qu'on voit, on s'attend pas à cette intro là. ah ouais carrément. Il faut pas spoiler l'intro, ça, hein, c'était parce qu'on va génial. vous laisser découvrir, mais C'était, c'est génial. Donc il y avait, vous avez certainement dû voir le trailer, ou si vous l'avez pas vu, mais regardez-le parce que c'est limite un court métrage de 3D, mais bluffant de réalisme, et puis même, enfin tu le vois, t'as envie d'être Batman quoi, de suite quoi. Je veux être Batman. Ah ouais non mais c'était dingue quoi. Et mais pour le coup, le début du jeu, ça commence Ah, pas je- du tout comme tu pourrais le croire. Voilà. Donc le jeu est développé par Rocksteady toujours, et le scénario a été écrit par Paul Dini. Donc Paul Dini qui a été le scénariste du dessin animé de 1990, enfin 92. Ah, j'adorais. Donc celui qui correspond plus à mon enfance. Il y a la mienne pas aussi. ceux d'après. Enfin, il en a fait certainement T'as d'autres. déjà mais vu, toi. Bah oui, mais justement, j'avais une figurine de Batman de l'époque Moi j'en ai plein. qui a ce look justement qui est génial, tu sais, avec ce menton très carré et Ouais. tout ça. Mais enfin, je trouve qu'on a un peu perdu. Enfin, tous les autres dessins animés qui sont sortis après, ils avaient pas Non. autant de charisme. Mais c'est peut-être parce que j'avais grandi entre temps, je sais Oui. pas. Mais, donc voilà, donc une grande figure de Batman hein, quand même. Et l'histoire Ouais, voilà. de Quand est-ce que Batman. ça se passe? Mais ça se passe 1 an et demi après la fin de Arkham City. Arkham Asylum, pardon. Et donc en fait... Les prisonniers sont révoltés, c'est la les merde. prisonniers sont révoltés. Quincy Sharp, qui était le directeur de l'asile,
est devenu le maire de Gotham parce qu'il avait pu faire croire que c'était lui qui avait emprisonné le Joker, enfin qui avait arrêté le Joker. Et d'ailleurs, tout ça c'est raconté dans le comics en fait. Et exactement. Donc Quincy Sharp est devenu le maire. Il a racheté les il y a plus de place en fait à l'asile et à la prison. Donc du coup ils ont créé une mini-ville qui s'appelle Arkham City. En fait sur l'île d'Arkham. C'est pas sur l'île d'Arkham. Ah bon, c'est dans Gotham City. Ah oui, ils ont annexé ok. Et les bas-fonds c'est pas là où c'est. Et en fait celui qui surveille tout ça. Si mais ce qu'il a racheté c'est pas les gros quartiers quoi. Ok. Donc celui qui s'occupe de tout ça, c'est Hugo Strange. Donc si vous avez vu le trailer, bon, je peux le dire, c'est un trailer. Donc dans le trailer, en fait, Hugo Strange dit qu'il connaît l'identité de Batman. Voilà. Donc voilà. Donc là, tu t'attendais à ça et tout, mais peut-être qu'en fait, ça reprend pas ce moment-là, le trailer. Ouais. Je sais pas. Donc voilà, donc ça c'était l'histoire bon dès le début tu commences tes Bruce Wayne quand même, donc c'est la première fois que tu vois Bruce Wayne, donc j'aime pas trop la gueule qu'il a en fait, je le trouve trop Superman, ouais voilà, il ressemble un peu trop à Superman, mais bon enfin tu deviens vite Batman, tu entends... Tu deviens vite Catwoman. Oui, tu joues Catwoman, c'est pas un DLC, enfin Catwoman fait partie prenante de l'histoire. À plusieurs passages de l'histoire, vous allez pouvoir jouer Catwoman. Et là aussi, ils ont trouvé le juste équilibre en fait pour que tu te dises que Batman, ça reste quand même le plus fort, mais que Catwoman est super agréable à jouer. Le gameplay est différent. Ouais. Donc tu grimpes sur les murs, sur toutes les façades. Même le fouet et tout. Et tu peux même être à l'envers, donc sur un grillage totalement à l'envers. Ça doit être bien. Donc ça vient rajouter un peu au gameplay, parce qu'en fait, au niveau du gameplay, ils ont juste peaufiné Arkham Asylum, mais ils ont rien rajouté vraiment d'innovant. C'est aussi glauque. C'est la suite directe. Ouais, c'est très sombre. Hein, ça reste. Mais c'est marrant parce que c'est sombre et à la fois tu vois bien. T'as certains tons de couleurs qui sont super saturés, mais tout le reste c'est que du niveau de gris un peu. Moi ce que j'adore c'est quand tu mets la pause, je sais pas si t'as fait gaffe, quand t'appuies sur Start, que tu mets pause, t'as la vue 3D qui passe en 2D dans une espèce de artwork noir et blanc. Et au début quand j'ai appuyé sur Start, j'ai fait ah tiens j'ai mis l'image de pause, elle ressemble à l'endroit où j'étais. Parce qu'en fait tellement c'est bien fait. J'ai cru que c'était vraiment un artwork en fait qui reprenait le même bâtiment qu'on voyait en face, tu vois. Donc quand j'ai rappuyé Start, j'ai vu que c'est revenu, j'ai fait ah non, j'ai tourné la caméra, j'ai rappuyé Start, j'ai fait c'est super bien fait. Ouais. Non mais c'est moi qui aimais pas pause en fait. Non mais la direction artistique sur ce jeu, elle est juste fantastique. Il est super bon. D'ailleurs en parlant de ça, le chara designer, il s'appelle Carlos Danda. Et donc il a un DeviantArt si jamais ça vous intéresse, c'est chuckd.deviantart.com. Donc perso moi tous les dessins du artbook ils m'ont servi à rien parce que je les avais tous vus déjà sur le DeviantArt. Mais il y avait même tu voyais vraiment toutes ces recherches et tout, donc c'était super prenant. Enfin moi chez Photo. Ça fait des beaux fonds d'écran. Ouais. Et ce chara designer a dessiné les 5 ou 4, je crois qu'il y en a 5 comics de transition entre Arkham Asylum et Arkham City. D'accord. Et les comics, cette fois ça n'a pas été fait à la va-vite et tout, ils sont vraiment excellents. C'est pas comme ce qu'on pourrait trouver genre dans Deus Ex ou autre, ouais. Ou même un Infamous aussi qui a eu droit à ces comics. Ou Mass Effect aussi quand même, les comics sont pas faits à la va-vite. J'ai pas lu les comics Mass Effect. Ah. C'est vrai que la Batman ils font super bien dessiner. Mais là tu vois les dessins tous les artworks et tout. Les personnages, ils sont vraiment dessinés pareil dans le comics. Tu perds pas en qualité, tu perds pas en réalisation. Tout est vachement bien mené pour t'amener jusqu'à Arkham City. Mais donc, après, pour venir... Et je trouve dommage qu'ils les aient pas foutus dans le coffret collector quand même. Ouais. C'est vraiment un truc super... c'est super collector quoi. Et ils l'ont pas mis, je suis un peu dégoûté. Pour en revenir vite fait au jeu, ce que moi j'ai bien apprécié, c'est qu'en fait, c'est un peu comme dans Gears of War, tout s'enchaîne super vite. C'est-à-dire que t'as pas de temps de pause finalement. Alors que t'es méga libre. Entre deux missions, tu peux toujours t'amuser à faire les missions de planage.
Ouais, enfin, les entraînements de planage. T'as plein de missions secondaires. T'as plein de missions secondaires. Ça, normalement, c'est pas oui, mais ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a moins de. Enfin, tu sais, il n'y a pas de temps de chargement et de niveau. C'est ce que je veux dire, tu vois. Tout s'enchaîne bien. Ça, c'est assez fluide. Tu passes d'un truc à. Les écrans de chargement sont super bien aussi. Oui. C'est toujours des petits résumés. C'est toujours des petits résumés de ce qui s'est passé juste avant. Ouais, il n'y en a pas beaucoup. C'est des artworks, enfin pas vraiment des artworks, plus des impressions d'écran de la scène de jeu, mais avec le sous-titre, les phrases clés de ce qui s'est passé juste avant. Ouais. Donc si tu reprends le jeu après quelques temps, ça t'aide toujours à te remettre en place. Quoi. Ce jeu a eu des super notes, mais c'est juste pas étonnant en fait. Ah ouais. C'est justifié. Il est énorme. Tout est super bien peaufiné. Catwoman, elle est super fluide à jouer. Enfin, Batman, ils ont pris un mode coop quand même, tu vois. Ah, peut-être que ça viendra, je sais pas. Non, ça m'étonnerait. Mais je sais pas si t'as fait gaffe au niveau des combats. Moi, ce qui m'a vraiment bluffé, c'est la détection de collision. Quand tu frappes un mec, mais tu le frappes vraiment, ça passe pas à travers. Et s'il tombe sur une poubelle, il va pas passer à travers la poubelle, il va vraiment prendre la forme de la poubelle, déformer contre le mur aussi. Contre le mur, c'est hallucinant. Quand il frappe contre le mur et tout ça. Ça m'a vraiment bluffé. Après, il y a des bugs encore. Au niveau des voix. Doublage VF en fait. Moi au début j'ai cru que c'était la voix du Batman du dessin animé. C'est pas la voix, c'est pas comment il s'appelle, Richard Darbois. C'est pas celui-là, c'est pas le mec qui faisait la voix des années 90, qui faisait aussi la voix du génie dans Aladdin et d'autres mecs super connus. Non, c'est un mec qui s'appelle Adrien Antoine et qui fait Batman depuis 2004. Tous les dessins animés depuis 2004, c'est la voix officielle de Batman. Ouais, mais c'est bien parce que du coup, ça reprend quand même une voix officielle de Batman. Ça prend une voix officielle de Batman. Pour le coup, ça peut viser un public un peu plus jeune que nous. Mais il y a un petit clin d'œil quand même. Je trouve qu'elle ressemble un peu. Elle ressemble un petit peu, oui. Le pire, c'est la voix d'Alfred, c'est bizarre parce que c'est le même doubleur sur toutes les licences de Batman sauf le jeu vidéo. Ouais. Donc, c'est dommage parce qu'il a une voix qui est géniale, je trouve. Bah ouais, il a une voix super marquante et tout, super caractéristique. Et là, non. Après le Joker, c'est toujours le même, ça, heureusement. Même en VO, c'est toujours Mark Hamill, mais pour la dernière fois. Il a dit qu'il a arrêté de faire le Joker. D'accord. Donc, et là, la version française, c'est la voix de Christopher Lloyd. Ouais. Qui est une voix super connue aussi. Hein. Des fois, t'as un peu l'impression d'entendre Doc de Retour vers le futur. Donc, tu fais bon. Voilà, le pingouin, c'est aussi la voix officielle de DeVito. Depuis toujours, ouais. C'est toujours la même. Homer Simpson aussi. Hein. Gordon, pareil. Depuis le dessin animé, c'est exactement la même voix du commissaire. Donc, ouais, voilà, bon, c'est pas mal en fait. Ils ont réussi à faire un petit mélange. Peut-être qu'il y a certains, genre Richard Darbois, peut-être qu'il coûtait beaucoup trop cher. Ou, Non, je pense pas, tu l'as pris en vie. Ou il avait d'autres choses. Oui, peut-être qu'il a plus envie aussi, oui. Parce que, vu qu'il fait un peu beaucoup de voix. Mais moi, là, je suis étonné de voir. De voir qu'ils ont repris quand même des voix connues de l'univers de Batman, même si c'est pas forcément les mêmes époques, pas les mêmes supports et tout ça, mais je trouve ça sympa. Je trouve que c'est respecter un peu aussi la licence et les fans. Ouais, non mais c'est... Bon, tu lui mets 20 sur 20 Moi je lui mets, 21 sur 20. Non, peut-être pas, parce qu'il manque peut-être juste un peu l'effet de surprise, ouais. Et puis j'ai pas encore fini, donc je sais pas si à la fin je vais être tenu en haleine. Mais c'est un bon jeu d'action-aventure, quoi. Mais moi perso j'adore, il y a pas à chier là-dessus. Cool. C'est une grosse tuerie. Puis le coup de Wine Tag, d'améliorer tes armes, tes machins et tout, c'est pas mal, quoi. Pas super bien pensé au niveau de l'ergonomie, parce que j'avais pas compris que t'avais plusieurs onglets pour développer aussi ton arme et tout, et Catwoman. Oui. Donc ça, moi, j'avais pas compris au début, j'ai développé que mon armure. Donc je trouvais ça un peu bizarre. Ouais, je suis un peu con, comme Eddie. Donc voilà, non mais... puis juste un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que par rapport à Arkham Asylum, il est juste 5 fois plus grand. T'as 5 fois plus de place. Au niveau des DLC, donc il y a Nightwing et Robin le 1er et 22 novembre. Skin et map pour chacun, donc voilà, 500 Microsoft Points. Voilà. Ce qui fait 6,99€ sur le PlayStation Network, donc ça va faire à peu près l'équivalent sur Xbox. Pour les deux, hein. Donc c'est pas excessif. Ouais. Enfin, je trouve que c'est pas excessif. C'est pas si cher que ça.
pour du DLC, surtout que là t'as vraiment un nouveau perso, nouvelle map et tout. S'il dure que 30 secondes, ça va un peu m'énerver. Ça va être un peu saoulant, mais voilà. On va rester dans l'univers de Batman. Audrey, tu vas nous parler un peu de ce qu'il faut avoir lu, vu, entendu, non lu. En fait, moi je vous parlais de Batman, mais côté comics. Ah. Parce que c'est quand même important, tu veux le battre Je t'aide un peu. C'est important en fait de connaître Batman sous différents aspects. Et pour ça, il y a la Bible. C'est Year One. C'est Miller qui l'a fait, c'est ça, Miller? Et c'est de celui-ci dont ils ont adapté l'animé. Le dessin animé qui sort là. Là, on voit pas pourquoi Batman... Enfin, via un flashback, on voit pourquoi il prend le surnom de Batman, pourquoi il devient l'homme chauve-souris. Les dessins sont assez vieux, enfin ça fait un peu... Voilà, bon. On n'est plus habitué à ça, mais moi au début j'avais peur, je me suis dit je vais jamais me mettre dans cette ambiance là, ça va être trop compliqué, et finalement on s'y fait très rapidement, le scénario est juste imparfait, c'est un peu sombre, mais bon, ça passe. Les costumes, enfin je sais pas si tu vois, les costumes c'est un peu à l'ancienne, et c'est là aussi où on voit Selina Kyle qui devient Catwoman. Pour une des premières fois. Je vais pas m'avancer en disant que c'est la première fois, mais... Je pense que c'est une des premières fois qu'elle officialise que c'est Catwoman. Ouais, là, elle achète son costume, elle se met vraiment dans le rôle, et c'est vraiment sympa, et après, à la fin, nous, il y a plein de bonus sur la construction des personnages, des planches, c'est super sympa à lire et à voir. D'accord, donc Year One de Batman, ça c'est bien pour commencer dans l'univers de Batman. Les tout débuts de Batman, pas le pourquoi là, il rencontre Gordon, il rencontre Selina, il essaye vraiment de se battre et il se prend une raclée au début, voilà. D'ailleurs, on l'a pas dit, mais dans Arkham City, il y a énormément de méchants et de gens tirés de l'univers, et même pas que de méchants, des alliés et autres qui sont tirés de cet univers. Des persos secondaires que tu croises par moment, que tu dis, qu'est-ce que tu fais là, toi ensuite, on a Batman Silence. Silence, c'est une assez grosse saga. Il y a Silence, il y a le cœur de Silence, je vous en parlais après, c'est la suite. Alors, comment en parler sans spoiler? C'est la grosse question. Je vais commencer par les dessins. Les dessins, ils sont superbes. C'est juste... c'est juste Jim Lee, c'est celui qui s'occupe du relaunch de Batman, c'est lui qui dessine, et la Ligue de Justice League aussi. J'adore comment il dessine Ivy, Catwoman, j'adore cette version aussi. Je suis très très fan de ça fait penser pour le coup un peu au jeu, je trouve, au niveau des costumes. Et donc là, ce qui se passe, c'est que Batman, en fait, il va avoir un ennemi, on sait pas trop qui c'est, donc je ne dirai pas qui va le tourmenter au début pas mal. Il va beaucoup chercher à savoir qui est l'ennemi. Contre qui il se bat, quoi. Contre qui il se bat, pourquoi il fait tout ça. Et tu vois, t'as une dynamique à chaque fois, des images sont juste fabuleuses. Tu retrouves tous les persos, je crois, de leur univers, ou une très grande partie. Mais là, il y a Harley Quinn, t'as Catwoman, Poison Ivy, t'as beaucoup de guests. Zatanna, t'as un peu tous ceux qui reviennent régulièrement qui sont là, quoi. Donc c'est une saga à lire, c'est ultra agréable à lire. C'est une sorte de thriller psychologique sur Batman, en fait. Ça joue vraiment pour le perturber au maximum, pour montrer un peu que l'ennemi connaît vachement bien Batman. D'accord. Et on ne sait pas qui c'est. Voilà. On sait à la fin. Dans Arkham City, on sait que c'est Hugo Strange. C'est pas Hugo Strange. Et ça, c'est à lire. On revoit vraiment tous les persos, je pense à toi Sophie, ça te plairait parce que tu peux voir plein de persos, tu sais pas trop qui c'est, mais si t'intéresses, du coup après on cherche sur le net et tu dis ah oui, je comprends mieux, c'est sympa pour commencer dans l'univers de Batman, je trouve. D'accord. La suite, donc pareil, assez importante. Oui, donc l'ennemi mystérieux revient. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Sauf à la fin. Si, on s'en doute que... si, c'est assez clair. Au niveau du nom, tu sais que c'est Silence. C'est Silence, le cœur de Silence. Tu qui était Silence, donc... D'accord, voilà. Okay. Tu te doutes ce qui c'est. Pareil, on retrouve tous les persos récurrents de l'univers de Batman. Et ça développe la relation entre Catwoman, en fait, et Batman. D'accord. Et moi, j'aime bien quand ça développe les relations entre Batman et Catwoman. Voilà, donc j'aime bien l'histoire. Une fois de plus, les dessins sont super, mais c'est plus c'est pas Jim Lee, mais par contre c'est le même scénariste que pour Arkham City, c'est Paul Dini. D'accord. Ouais, et c'est vraiment c'est génial, c'est aussi à lire. Honnêtement, la saga de Silence, je crois que c'est un truc qui m'a fait le plus accrocher à Batman, donc je crois que c'est à cause de ça que j'ai commencé à en racheter plein. J'avais un peu lâché les comics fut un temps, et puis... Tu vois, là, tu revois Bane. Tu vois Bane, Et il y a pas mal de flashbacks où on voit, pareil dans Silence d'ailleurs, on voit pas mal le passé de Batman.
plus dans celui-là, je pense, avec les ennemis qu'il a pu avoir avant et la relation qu'il a eue en fait avec cet ennemi mystérieux. Parce qu'il le connaissait avant en fait. Ok. Il roule en Mercedes. Non, mais ça, tu sais, c'est un flashback. Tu vois, c'est l'image du flashback. Ouais. Il roule en Mercedes. Autre chose, ça c'est de leur série de Batman Universe numéro 1 qui est sorti en mai 2011. C'est la suite du Cœur de Silence. Ah non, ils ont fait une... Ouais. Enfin, c'est pas la suite directe, mais ça se passe après. Ça se passe après. Je dois confondre le bouquin. Je pensais que c'était le premier coup où Bruce Wayne est mort. Mais t'es fou d'accord? Bah oui, c'est après, mais Catwoman elle est encore... Ah peut-être, ouais ok. Chronologiquement ça se passe après. Ça se passe après, ouais. Ok. Ça se passe pas directement après, mais quoique... Enfin bref, c'est... il y a eu un flottement là, vous avez noté. Il y a eu un flottement, ouais. Non, c'est très très proche. Les dessins, je sais plus qui c'est, mais ils sont encore très très beaux. Ça change par contre du premier Silence. Ah oui, complètement. C'est plus la même chose, c'est beaucoup plus... limite du vectoriel en fait, c'est beaucoup plus simple. Ah oui, oui. Les aplats de couleurs, enfin c'est moins travaillé. C'est moins travaillé, on peut le voir comme ça. Beaucoup de couleurs sombres ou rouges. C'est moi qui me plante. Tu te trompes, hein? Ouais, je me plante. Il est très bien. Et il est vraiment génial. En fait, à la fin du Cœur de Silence, il y a un peu un cliffhanger avec Batman. Et là, on voit un peu comment ça s'est passé après ça. D'accord, enfin, voilà. Qu'est-ce que ça a pu donner. Donc pareil, c'est à lire. C'est un petit truc, ça coûte 6 €, donc c'est pas grand chose. Et, Bon, ça c'est d'époque, de saison plutôt. Ouais, Long Halloween. Encore un ennemi mystérieux. Donc tu vois, c'est encore des livres en fait que tu peux lire séparément parce que c'est une enquête en fait. Tu sais pas qui c'est, tu veux savoir qui c'est. En gros, c'est ça, c'est une enquête policière. Oui, c'est ça. Bah, sans Batman, c'est un détective. Ouais. Faut pas oublier. Des dessins encore qui font assez vieux. Ouais. Oui. Mais une fois de plus, on se plonge très rapidement dans l'ambiance. La version VO est super belle au niveau de toutes les couvertures. Parce que là, c'est un relié. Ouais. Tu vois, Poison Ivy, par contre, ça n'a rien à voir avec l'ancien. Pas trop ça là. Voilà. Elle fait peur, ça, là. Elle fait très peur, ouais. Et pour se mettre dans l'ambiance, je trouve que c'est un peu plus compliqué qu'avec Silence. Mais une fois que tu y es, enfin, moi j'ai lu d'une traite, j'ai pas réussi à m'arrêter. Mais bon, ça arrive souvent. Je l'ai lu en plusieurs fois, moi. Et enfin voilà, les images c'est beaucoup presque d'unicouleur quoi. Enfin c'est spécial, mais j'aime bien. Tu te prends bien l'histoire. Enfin, c'est un peu comme en 300, il y a très peu de couleurs. Et, enfin non pas 300, Sin City. Ah oui, Sin City. Oui, enfin. Et au début, ça aurait pu aussi, mais je l'ai pas lu donc je vais pas dire 300, alors je l'ai pas lu. Ok. Voilà, et après je vais vous parler en fait de. Ça modifie un peu l'histoire de Pile ou Face aussi. Oui, c'est vrai. Ouais, son origine c'est plus la même. D'accord. Là, je vais vous parler de 2 livres qui par tomber. qui ne racontent pas vraiment la vie de Batman. Encore une fois, c'est des épisodes qui se lisent seuls, qui n'ont pas de lien avec d'autres choses. Batman et Dracula, parce que l'homme chauve-souris, après tout, Dracula c'est aussi un homme chauve-souris, donc qu'est-ce qui va donner la rencontre? Une fois de plus, c'est des vieux dessins. Avec un Batman qui a des très très longues oreilles, qui fait très... C'est un lapin. C'est un lapin. C'est un bat-lapin. Bah là, ouais, c'est vrai que les chauves-souris, ça a des très grandes oreilles. Non, la Batmobile surtout. La Batmobile est juste mythique. Oh là 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 là. On dirait une coquille, même pas, enfin je sais pas ce que c'est, mais... C'est la voiture de Oui Oui en fait. C'est la voiture de Oui Oui. C'est la voiture de Oui Oui en noir avec un logo de Batman jaune dessus. Magnifique. Et il y a une cape. Il y a une cape, tu vois, la cape est toujours super grande, c'est très lyrique, très... Très, ouais, d'accord. Ça essaye de faire un peu baroque et tout. Ouais, voilà, c'est il est contre Dracula, hein, donc voilà. Hein. Et c'est une histoire qui est assez bizarre. Enfin, déjà, Batman contre Dracula, bon voilà. Moi, je suis pas fan de ce genre de trucs en général. Genre, ils ont fait beaucoup de Batman contre Alien ou Superman contre Predator. Ouais. Ça, moi, ça me plaît pas. Moi, en général, ça me plaît pas trop, mais là, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Pareil, on le voit en fait avec sa relation avec les autres. Batman qui est seul, solitaire, c'est un peu mis en avant, je crois, et c'est ça qui m'a plu en fait. Parce que si tu l'enlèves, finalement, il n'y a pas grand chose dans ce livre. Ouais, d'accord. Mais enfin voilà, encore une fois, tu as des capes toujours partout, très baroques. Des grandes oreilles. Un travail de mise en scène quoi. Voilà. Le prochain, il y a de la meuf. Il y a de la meuf, et Timo il m'a dit mais tu veux parler de Batman, pourquoi tu l'amènes celui-là, c'est Catwoman? Non, il est marqué Batman et Catwoman, d'accord? Ouais. Donc c'est tu ne tueras à point. C'est vrai, ça met beaucoup tu plus. Ne tueras point. Ça met beaucoup plus l'accent sur Catwoman que sur Batman. Oui. Et en fait, on voit aussi leur relation tous les deux, surtout vers la fin, parce que Batman va venir pour essayer de lui venir en aide en fait. Je dirais pas pourquoi. Et
Et c'est marrant, enfin, le début de l'histoire... C'est marrant. Enfin, le début de l'histoire, c'est Catwoman qui se réveille un peu... Perturbée, enfin, ça se voit, tu vois, elle sait pas trop ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Elle se dit, mais... Il s'est passé quelque chose, mais elle s'en rappelle pas. Voilà, et en fait, on va tout revoir le déroulement des événements, qu'est-ce qui s'est passé, pour qu'elle en arrive là. Okay. Ouais. Et ça, c'était vraiment sympa. C'est très agréable à lire. Les dessins sont sympas aussi. Ils sont assez travaillés, contrairement à la suite du Cœur de Silence, par exemple. C'est beaucoup plus travaillé et... Ah, puis on voit de la cuisse aussi. On voit de la cuisse et Catwoman, elle est vue sur un jour un peu différent, en fait. Voilà, elle a l'air un peu folle. Elle pète un peu un câble, hein, mais c'est... C'est l'histoire qui veut ça aussi. Hein. Et son costume, c'est un de mes préférés aussi, enfin à l'ancienne. J'adore ce costume, voilà. D'accord. Je te le dis. Bah écoute, on verra si un de ces quatre viendra déguisé en Catwoman dans un Geeking. Ah oui. Et donc, pour finir... un livre... Ah oui, je fais tout tomber, moi. Décidément. Un livre que je n'ai pas lu, qui est à toi. Qui est à moi. Et que je risque de repartir avec. Oui. C'est The Dark Knight Returns. Donc ça, normalement, ça se passe après Year One. Ouf, ça se passe... Bien après. C'est la fin. Batman, en gros, a disparu de Gotham. Il n'est plus là. Les gens lui en veulent un peu parce qu'il est parti comme un sauvage. Voilà, parce qu'il est parti, il n'y a plus personne pour maintenir l'ordre, et tout le monde dit que c'est sa faute. Que si on en est là aussi, c'est de sa faute. Il y a tous ces méchants et machin, c'était à cause de lui, enfin bref. Et du coup, Batman va rempiler pour un tour. Ouais, à cause d'un petit truc qui se passe, et voilà quoi. Bon, par contre, il a un peu vieilli. Il a vieilli, il fait plus trapu. Il est beaucoup plus trapu, il a des petites oreilles. Il a des toutes petites oreilles comparées à Dracula, ça n'a rien à voir. Et il a une moustache. Là on le voit pas trop sur celui-là, mais en fait il a une moustache. C'est ça qui est original. Il a un peu mangé Robin là quand même. C'est ça. Il a mangé Robin. Il est vieux, il est vieux. Non mais il est vieux, il est très très vieux. Entre 50 et 60 ans. Mais pour avoir feuilleté un peu, je trouve les dessins pas soignés. Non. Et beaucoup de textes, ça a l'air très lourd à lire. Donc, il y a beaucoup de textes, en fait c'est presque un livre plus qu'un comics. Et les illustrations sont presque là uniquement pour illustrer un peu l'histoire, mais voilà quoi. Moi ça me fait un peu peur, mais je vais lire parce que... C'est intéressant quand même, moi j'avais bien aimé. C'est un scénario de Frank Miller aussi. Celui-là, oui, il me semble. Donc il s'est arrangé pour faire le début de Batman et la fin de Batman. Ouais. Et puis attends, moi, ce que j'aime c'est la méchante nazie avec des croix gammées sur les seins, c'est magnifique, attends, je pense qu'on la voit mieux là, voilà. On la voit mieux là. Elle est torse nu avec des croix gammées sur les seins. En fait, c'est Duke Nukem, mais. C'est Duke Nukem version. Et c'est l'autre là, Brigitte, je sais pas quoi là. Oui, c'est ça. Non, c'est Desireless en fait. Voilà. Donc, non, mais c'est à lire parce que c'est intéressant. Mais je sais que ça fait partie des livres à lire pour en connaître plus sur Batman et son histoire, tout ça. Donc si vous voulez plonger en Batman, voilà tout ce qu'il faut lire. Ouais. Et ça en fait un paquet. Donc, surtout Year One et Silence. Ouais. On termine sur Batman, donc toi aussi t'as joué à Batman, tu le trouves génial, c'est la fête et tout, voilà. Ouais, j'y ai pas assez joué pour vraiment me prononcer, mais il est vraiment top. C'est un beau jeu. Ouais. Ok. De toute façon, elle a pas de Sophie. Là aussi, je me fais taper alors. Ouais. Sophie, tu vas nous parler du jeu Tintin. Oui, pendant qu'il y en a qui s'amusent à la Xbox sur Batman et qui font du vrai jeu, moi je joue sur mon iPad avec mes petits doigts. Et donc je joue à Tintin, le secret de la licorne. Attention. Ça, c'est à cause de Cédric en même temps. Mais oui, c'est ça. Mais tu monopolises la Xbox. Oui, bien sûr. Et donc, c'est le jeu qui vient de sortir, parce que le film est sorti d'ailleurs aujourd'hui au ciné. Et ça reprend l'histoire du secret de la licorne. Et c'est une belle surprise finalement, parce que c'est un jeu qui est en 3D. Qui utilise plein de façons différentes de jouer. Donc à la base je pensais que c'était juste un jeu un peu comme les Chevaliers de Baphomet. Il faut Retour vers le futur. Il faut se faufiler, trouver des passages, des mini casse-têtes, etc. Finalement il y a aussi des phases d'action où on fait des scènes en bougeant son iPad comme ça. Donc c'est pas mal. Oui, ou alors en tapant sur son iPad, ou alors en faisant des glissés dans un sens, dans l'autre. Enfin, du coup, on est assez actif. Et puis, entre chaque scène d'action, il y a des cinématiques. Donc, je suis bluffée. Franchement, t'as un peu mal au doigt. Le jeu est beau. Ouais, le jeu est beau. Entre chaque scène... Il vaut combien ? J'ai pas fini. Non, mais il vaut 5,49€. D'accord. Entre chaque scène, il y a aussi... il raconte toute l'histoire du secret de la licorne.
parce qu'on joue pas tout ce qui se passe, et c'est fait sous forme de bande dessinée, d'images photos, comme une photo en fait, et on entend des dialogues, c'est super bien fait. On incarne Tintin bien sûr, mais aussi on incarne Milou, enfin Snowy, puisque le jeu est en anglais. Sous-titré. Snowy, ouais. Ah, je savais pas. Donc c'est par exemple quand Tintin peut pas rentrer dans le château parce que c'est trop petit, le conduit d'aération, hop, on passe à Milou et puis on se faufile. On peut aussi incarner Captain Haddock. Et puis aussi un autre personnage, mais je vous en dis pas trop parce que sinon c'est un peu spoilé tout ça. Ce qui est génial, c'est qu'on voit du coup la première rencontre entre Tintin et le Captain Haddock, c'est assez bien fait, c'est marrant. Il y a aussi des scènes où on doit se faufiler sous peine de se faire repérer. Voilà, bon, c'est un jeu plutôt simple, donc plutôt pour les enfants, mais même si on aime bien Tintin, ça passe bien. C'est pas difficile, hein, donc même à 7 ans, on peut jouer facilement, on perd même dans les scènes d'action, si on n'est pas très doué, on perd pas. On perd pas trop. Donc on meurt pas. Non, si on meurt, on recommence, donc c'est pas très très grave. Il y a des phases d'infiltration aussi quand même. Tu dois marcher silencieusement. Ouais, en fait, on contrôle donc main gauche on avance, on guide, et main droite, on a soit une touche pour courir quand il y a appuyé, soit une touche furtivité. Et en fait, le but aussi, c'est de ramasser des pièces de trésor le plus possible et de ramasser des pièces de puzzle. À la fin de chaque niveau, il y a 8 pièces de puzzle, et quand on va dans le menu, on a accès à des bonus, et ces bonus, c'est ces pièces de puzzle, et c'est des mini-puzzles qu'il faut assembler. Voilà, c'est assez sympa. Oui, c'est pas mal. Ouais, franchement, c'est... Combien de temps? Enfin, tu l'as fini ou pas le jeu? J'ai pas fini, mais j'ai joué... je pense que j'ai déjà joué 2 heures. Facile, et j'ai pas encore fini, donc... Bonne durée de vie pour 5,49€. Ouais, 5,49€, je suis étonnée parce que Baphomet c'était déjà 7€. Oui. Bon, après, il y a une durée de vie qui est plus importante. Baphomet, ouais, c'est plus... Ouais, parce que tu te prends plus la tête en fait, tu réfléchis plus. Là, quand t'es en Irlande... Là, il voit quand tu trouves pas, il y a des aides, il y a des trucs qui s'éliminent. On voit que c'est un peu quand même pour les enfants, pour aider. Ça fait penser un peu à Harry Potter dans le style de jeu. Oui, un petit peu aussi, ouais. Donc, un bon achat que je ne regrette pas, dispose sur iPad, iPad 2, iPhone, tous les iPhones depuis le 3GS. Ouais, voilà, pas le 3G. Mais laisse-la finir. Non, mais je lis en même temps. Bah oui, mais moi je dis pas, monsieur. D'accord. Ah. Ok, très bien. Donc sur l'iPhone Edge, ça marche. Sur l'iPhone Edge, le tout premier. Mais non. Ah bon. À partir du 3GS, c'est bien ce que je dis. D'accord. Et sur les iPod Touch de 4ème génération. Je jure, moi. Non, mais c'est important parce que iPod Touch 4ème génération. Oui, bon, d'accord. Et ouais. Bon, alors là on va passer au dossier qui est tourné au Paris Games Week. Contrairement à ce qu'on a dit dans le dossier, on avait dit Christophe machin qu'on a laissé à Bordeaux. Mais pour le coup, oui, on l'a vraiment laissé à Bordeaux puisque il n'est pas là ce soir non plus, et donc dans la séquence qui suit on va parler de Christophe, mais malheureusement on pensait qu'il allait être présent pour enregistrer le début du podcast et ce n'était pas le cas, donc un petit fail de notre part mais rien de grave. On va enchaîner donc avec le dossier qui a été tourné sur place, on a pu tester plein de jeux, vous allez avoir nos impressions sur la PS Vita et tout ça. Mais Lapin crétin aussi. Lapin crétin aussi, ouais. Donc ça je vous laisse découvrir dans le dossier et on se dit au revoir pendant le dossier de toute façon. Donc. Oui. Allez, hop les dossiers, jingle et direction Paris. Et donc nous voici téléportés à la Paris Games Week et peut-être que quelqu'un va nous repasser devant la caméra quand ça vient de le faire, mais on le refera pas parce qu'on n'a pas assez de bande. Bref, Paris Games Week 2e édition, il y a énormément de monde et voilà, hein, on peut le dire, il y a des files d'attente partout, mais on a pu essayer des jeux, on n'a pas fait que des queues. Mais il y en a qui ont attendu 2 heures quand même pour tester quelque chose. Ah ouais. C'est vrai, on est des warriors, c'est pas vrai? Ouais. Bon alors, ce qu'on va faire... Pour 15 minutes de jeu. Ouais, pour 15 minutes de jeu, ouais. Ce qu'on va faire d'abord, on va discuter rapidement de ce qu'on a vraiment découvert sur le salon.
des trucs qu'on n'attendait pas spécialement, des vraies surprises. Et honneur aux dames, Timothée, t'es d'accord hein? On va laisser commencer Audrey ou Sophie, allez-y. Moi en fait j'ai découvert la PS Vita, enfin un peu comme tout le monde en fait finalement, et voilà je vous en parler. La PS Vita donc qui a 2 écrans tactiles, un à l'avant, un à l'arrière. Ouais. Il me semble que l'arrière il est pas multipoint, mais je suis pas sûre. Parce que sur les jeux en tout cas on pouvait pas zoomer. Ouais. Et mais je la trouve un peu large en fait. Enfin, je sais pas ce que vous avez pensé. Oui, je suis d'accord. Moi j'ai du mal avec c'est trop large. C'est comme pour Uncharted c'était pas évident, il fallait vraiment lâcher un côté de la manette pour pouvoir faire l'action et du coup c'était un peu relou. Mais pareil pour Little Big Planet en fait, il fallait vraiment lâcher et faire les tracés après au doigt donc mais à part ça elle est super belle. En fait il faudrait 3 bras pour jouer à la PS Vita. Un pour tracer sur l'écran avec le nez. En fait il faut penser à jouer d'une façon différente et le problème c'est quand on joue, on est habitué à jouer comme ça et on pense pas à lâcher sa commande pour utiliser ses doigts, c'est soit l'un soit l'autre et je pense qu'il faut un petit temps pour s'adapter. On a testé pas mal de jeux finalement sur la PS Vita, un peu tous hein. Toi tu as testé Uncharted et Wipeout. Moi j'ai testé Wipeout et Rayman Origins. Toi tu as testé Little Big Planet. Moi aussi. Et Little Big Planet, ok. Et Uncharted aussi. Et Uncharted, ouais. Bon, on va faire un point général. Les jeux sont quand même super beaux. L'écran les rend super bien en fait. L'écran 5 pouces est hallucinant de finesse et le piqué est incroyable. Les jeux rendent super bien. Enfin, Rayman, moi pour l'avoir essayé, c'est un dessin animé. Ah oui, mais c'est génial quoi. La luminosité d'écran, les contrastes, tout. Cette console est une vraie surprise. Enfin, moi je n'en attendais pas grand chose et j'ai été hyper surpris. Par contre, là où toi tu es d'accord avec moi, après les autres, je sais pas, on s'est pas concerté. C'est pas une console portable. Enfin, il faut être au calme, dans un canapé, tranquille pour pouvoir y jouer. En plus elle a l'air assez, comme pour la première PSP, elle a l'air assez fragile. Donc si tu te balades dans le transport en commun avec ça et que tu la fais tomber, tu vas vite regretter surtout le prix que tu vas avoir. Surtout s'il y a des à-coups et que tu dois utiliser ton doigt, c'est un peu... En fait le truc c'est que c'est une console de gamer, on peut le dire, parce que les jeux c'est pas trop du casual, hein. Enfin au moins ceux qu'on a essayé. Et le seul truc c'est que ces jeux-là réclament vachement de précision. Et dans les transports ou autres, t'es ballotté dans tous les sens, c'était pas très précis. L'exemple de Wipeout par exemple, avec l'accéléromètre... Wipeout tu peux pas, hein. Si tu joues comme ça, dans le transport en commun tu vas vite mourir ou tu vas taper quelqu'un. Enfin apparemment tu peux re-switcher sur un mode plus classique de jeu, mais si tu joues avec l'accéléromètre, si le jeu par défaut il a que cette configuration là, c'est impossible dans les transports en commun, il faut bien choisir son jeu je pense. C'est clair. Au niveau des découvertes, donc toi c'est la PS Vita, ta vraie découverte, et toi Sophie? Je me rappelle plus, c'est quoi? Je sais pas, c'est quoi ta découverte? Disney Universe. Ah oui, alors. Non mais voilà, moi c'est moi qui me prends le jeu, tout le monde va se moquer. Donc moi j'ai découvert Disney Universe, donc c'est un jeu pour les enfants. Je tiens à préciser qu'on a bien rigolé, tout le monde s'est moqué de moi en disant tu veux pas jouer à ce jeu, et en fait on s'est éclaté. Donc c'est un jeu où on peut jouer à 4, on incarne une espèce de petite bébête qui se déguise en personnage de Disney. Et on doit évoluer dans l'univers de Disney pour sauver les personnages. Et ce qui est génial, c'est un Little Big Planet pour gamins. Ouais. C'est-à-dire que on interagit avec tout le décor. Nous, ce qu'on a fait, on devait par exemple attraper des cuillères pour faire des catapultes avec des morceaux de sucre. Ouais. Donc c'est un jeu très collaboratif, c'est très marrant. Ah oui, parce qu'il y en a un qui appuie sur un bouton, l'autre qui passe. Enfin voilà, donc du coup c'est. C'est plus, il y a quelques petits ennemis, mais bon, c'est pour des enfants, donc c'est assez facile. Mais par contre, il faut quand même réfléchir et on doit quand même avouer que à un moment donné, on était un peu coincé. Ouais, c'est vrai. Il y a un moment, on savait plus trop le fallait. Voilà, donc, et du coup, un jeu pour les gamins, mais pas tant que ça. Les parents vont s'amuser aussi. Quoi, oui, et puis en plus, nous on a aussi trouvé une autre façon de s'amuser, c'est-à-dire on pouvait se taper entre nous et on s'est fait des gros délires, on se poussait. Et d'ailleurs, si on se tape, on reçoit une malédiction. Voilà, on a un gage, on est transformé en poulet ou en poulet ou on devient énorme. Ou en ballon de basket. Vous avez joué entre vous, donc entre adultes, mais j'ai vu des parents avec leurs gamins qui s'éclataient et que c'était super sympa à voir. Ah oui, c'est le jeu pour les parents, c'est le jeu idéal pour s'éclater avec les gamins, quoi. C'est un peu comme quand on regarde les Simpsons et on peut regarder avec ses enfants et il y a un deuxième niveau de lecture. Là c'est un peu pareil, on se rend compte que tout ce qui est détourné dans l'univers magique et c'est vraiment très sympa et on vous recommande chaudement. Alors, Timothée, parce que je ne vais pas commencer par moi, toi ta découverte? Ma grosse découverte c'est les lunettes 3D Sony, donc on en avait parlé dans un geeking précédent, donc j'ai pu les tester. Alors moi ça change totalement du jeu collaboratif avec plein de potes, t'es tout seul.
Donc en plus j'ai pu tester Uncharted 3 en même temps. Et je peux vous dire c'était une grosse claque visuelle quoi. C'était une immersion totale dans l'univers. D'ailleurs en parlant d'immersion, t'as vraiment l'air d'un autiste quand tu joues, c'est complètement. T'es tout seul et puis tu tournes la tête comme ça, tu sais pas trop pourquoi, les autres ils doivent pas trop comprendre, mais enfin t'as vraiment l'impression de jouer dans le noir dans une grande salle de ciné avec ton jeu en 3D. Ouais, je reviens un peu sur la grande salle, je suis pas tout à fait d'accord, ça fait un écran assez agréable à voir mais pas grand. Enfin c'est j'ai du mal à évaluer la taille moi en fait. Ouais. En plus je pense que ça doit dépendre du jeu parce qu'il y avait un jeu de course où apparemment la profondeur était immense alors qu'Uncharted moi le jeu est ultra fouillé et t'as pas une énorme profondeur de champ. Donc la 3D je la ressentais pas des masses mais par contre c'était une qualité monstrueuse. Ouais, c'est vrai qu'on l'avait dit, en fait chaque œil a son écran, sa propre luminosité, du coup c'est très très clair. Même par rapport aux expériences de cinéma 3D, c'est à des années-lumière quoi. Pas de lunettes, rien. Par contre ça fait un peu mal au nez à certains parce qu'il faut vraiment que ce soit super serré au niveau de la tête. Ouais, donc, il faut que ce soit bien réglé sinon voilà. Et ça marche aussi pour ceux qui ont des lunettes, on a vu des gens qui pouvaient les mettre par-dessus donc c'est important. Si t'as oublié. Même si on a oublié ses lunettes on voit. Ouais. Moi ma découverte c'est un MMO. C'est rare parce que je suis pas trop fan, enfin pas trop fan, si je suis fan de MMO mais j'y joue pas trop. C'est Wildstar en fait qui sort chez NCSoft, c'est Carbonite je crois le studio qui a développé ça et en fait c'est la deuxième fois qu'il est jouable puisque c'était à la Gamescom en août qu'il a été dévoilé en fait. La première fois c'était un sacré secret parce que personne n'avait entendu parler et même moi je l'avais même pas entendu parler au mois d'août, je viens de le découvrir là donc Sophie a pu y jouer tout ça et l'univers est fantastique, c'est super beau, c'est entre WoW, Wakfu et Titan AE pour ceux qui connaissent hein, c'est du futuriste et tout ça. Ça fait très World of Warcraft quand même. Ah oui, graphiquement c'est de la 3D mais très typé en fait. Ça se veut pas ça a vraiment une identité propre et une petite patte visuelle, c'est très sympa. Donc là il y a 3 races jouables, une espèce de gros bourrin, une espèce de golem. La lapine que t'as voulu absolument que je joue. Ouais voilà, mais Sophie aussi, elle a joué la lapine. C'est la mieux. C'est les filles voilà. Donc c'est une espèce de race assez bizarre mais qui est assez sympa, qui a l'air d'être plutôt magie et tout magicien, ça. En fait. Et un humain avec 2 flingues, tout ça. Enfin voilà, il y a différentes classes, guerriers, enfin voilà, il y a plein de trucs. Ingénieur et tout ça. Explorateur, ça me plaisait pas mal ce métier. Enfin bref, ça a l'air vraiment sympa. On n'a pas du tout de date de sortie puisqu'on vient à peine de le voir. Mais c'est déjà super beau, les animations sont magnifiques. Et puis dans la scène qu'on a testée, c'était une tempête de neige et je dois dire que ça faisait hyper réaliste. Et donc par exemple, il fallait monter en haut d'une montagne et on se prenait des avalanches et ça interagissait vraiment avec le personnage. C'est-à-dire si on se prenait une boule, on tombait, on était un petit peu KO. Donc l'esquive, ça c'est assez nouveau en fait. Elle se détermine pas au dé, genre comme dans les MMO classiques. Là, il faut appuyer 2 fois sur une touche pour sortir d'une zone. On a joué sur ordi. Et a priori, il sera que sur PC de toute façon. Mais voilà, c'est assez impressionnant. C'est une belle découverte. C'est super beau. Enfin, moi, je vais suivre de près Wildstar parce que c'est vraiment très beau. Ça sera payant. Et ça sera payant, par rapport à NCSoft qui d'abord nous fait du Guild Wars, qui est finalement un espèce de MMO gratuit. Là, voilà, on aura un MMO payant chez NCSoft. On va continuer avec notre coup de cœur. Là, c'est ce qu'on a découvert et ce que l'on a vraiment adoré. Et on va partir dans l'autre sens. Ça va être Timothée d'abord qui va nous dire ce qu'il a préféré. Ma grosse claque c'est Soul Calibur 5 en fait. Donc un blockbuster, rien de surprenant, mais je suis vraiment ultra fan de Soul Calibur et là le décor, la prise en main était juste magique. C'était 10 minutes de bonheur. Enfin franchement. Puis de toute façon il y avait Mitsurugi alors évidemment. Puis Mitsurugi il est toujours aussi classe. Donc voilà, en plus il va y avoir Ezio dedans. Donc pour ceux qui sont un peu fans d'Assassin's Creed, il est super classe aussi. Donc voilà, moi c'est mon gros coup de cœur du salon, le Soul Calibur 5. Ok. Audrey, ton coup de cœur? C'est le même que le tien en fait, donc c'est Rayman Origins. Rayman Origins, ok. Qui est magnifique, qui est vraiment super beau. Et d'ailleurs, quand on voit les cinématiques, c'est un espèce de dessin animé et ça dézoome et hop, on est dans le jeu. Et du coup, on a l'impression de jouer un dessin animé. Les graphismes ne changent pas entre les cinématiques et le jeu, donc c'est vraiment très beau. Et sur PS Vita, à noter que quand on joue à Rayman Origins, en fait, comme l'écran est tactile, avec 2 doigts, on peut zoomer pour se rapprocher du jeu ou reculer pour voir mieux les plateformes et tout ça. Ouais, collaboratif à 4, super rigolo. C'est vraiment exceptionnel. C'est comme Little Big Planet. Comme Little Big Planet. On joue tous ensemble sur le même écran et les joueurs peuvent rejoindre très facilement une partie en fait sans nous arrêter. On appuie sur un bouton et voilà. Et hop, c'est parti quoi. Non vraiment c'est magnifique et pour moi ça a vraiment été le gros coup de cœur de.
on dirait ça reprend vraiment l'aspect graphique des jeux en flash, alors que c'est pas du tout en flash et tu joues vraiment un dessin animé quoi. D'accord, c'est impressionnant. Et il y a un peu un esprit Mario Kart, pareil, on peut se coller des baffes, se pousser, se piquer les points, etc. Donc c'est très très sympa à partager à plusieurs. Et puisque tu as le micro, ton coup de cœur? Alors moi mon coup de cœur c'est un MMORPG quoi? Ouais. Pourquoi tu me regardes? Non, vas-y. Qui s'appelle Skyrim. C'est pas un MMORPG, tu joues solo. Oui. C'est un RPG tout court. Whatever. Okay. Non, RPG, soyons, c'est votre raison. C'est vrai que la façon dont le jeu... on peut pas jouer, on peut pas c'est pas en réseau, c'est solo. Mais justement, c'est rigolo que tu fasses cette remarque parce que quand on le voit la première fois, comme tous les Elder Scrolls et tout ça, on croit que c'est un MMO. Bah oui, parce que tu as en vue intérieure ou même des fois à troisième personne, mais ça a un look de MMO en fait. Bon, alors bref, c'est un RPG. Donc normalement, c'est vu à la première personne, donc ça, j'ai pas trop aimé, mais heureusement, on peut changer tout de suite. Donc, on a découvert un univers très très beau, magnifique. Ça fait penser à des graphismes de Guild Wars, avec la rivière, la neige, les animaux. L'eau est magnifique. On peut mais plus réaliste que Guild Wars. Plus réaliste, c'est parce que le chara-design est vachement plus... Là, c'est très photoréaliste, Skyrim. On a eu le choix entre les personnages. C'est vrai qu'il y avait une galerie de personnages assez différentes. Il y avait plusieurs types de races, des personnalisations de fous. Ouais. On voit bien les personnages quand on joue, donc c'est très très appréciable. Et on a vu les interactions avec les personnages aussi. Ça avait l'air sympa. L'univers est très très vaste, donc on peut se balader presque à la limite petite balade à la campagne le dimanche, interrompu par 2-3 loups de temps en temps, mais c'est quand même une belle découverte. Juste pour revenir à la première et troisième personne, le problème c'est que on a l'impression que le jeu est développé pour être joué à la première personne. Alors du coup il y a des actions, on est obligé de revenir à la première personne pour pouvoir les voir, sinon on les voit pas. Moi j'ai eu ce problème en fait, pour des leviers à actionner, et je voyais le levier, je pouvais rien faire et je savais qu'il fallait actionner, donc la maniabilité, vue à la première personne, elle est vite gerbante sur la 360. C'est en fait ton autre joystick, il est tellement sensible que tu as vite fait de regarder tes pieds et de faire un 360 et tu sais pas trop pourquoi. Enfin, c'était très déstabilisant. Moi, je me suis mis à la troisième personne tout le temps, quoi. Ouais, moi aussi. Tu faisais des loopings avec ta manette. Moi, j'y ai pas joué à Skyrim parce que je vais pas me faire d'amis, mais en fait, je déteste Morrowind, Elder Scrolls et tout ça. L'univers me plaît pas. Non, mais c'est un troll là pour le. C'était bien. J'ai le droit de pas aimer. Mais t'as pas testé, tu peux pas. Non, mais si, moi j'ai testé les précédents et ça me donne. C'est pas pareil. Mais j'avais même pas envie d'essayer Skyrim, tu vois. L'univers me plaît pas. Mais ça me plaît pas. Moi, ce que j'ai trouvé sympa aussi, c'est qu'il y avait un côté un peu moins bourrin que d'habitude, c'est-à-dire si on voulait rentrer dans une pièce, on ne défonçait pas la porte comme d'habitude, il fallait faire un crochetage. Tu pouvais tuer tous les lapins que tu voyais. Oui, si on s'appelle Timo, on peut tout tuer, mais si on est un être civilisé, n'est-ce pas, on peut crocheter des serrures. Avec la manette, c'est vraiment bien foutu, c'est en fonction de ton niveau, t'as plusieurs difficultés, donc et on peut aussi voler les objets ou pas, n'est-ce pas? Donc pareil, il y a plusieurs choses, c'est très très bien. On va passer maintenant à nos déceptions, ce que vraiment on n'a pas aimé, ce qui nous a un peu déçus dans les jeux qu'on a essayé ou autres. On va démarrer par Audrey, allez vas-y. Oui, moi c'est un RPG sur Wii, alors c'est The Last Story. Alors à la base les RPG sur Wii on peut dire oh ça peut être cool, je peux faire un peu comme Zelda en fait, je peux actionner mon épée avec la Wiimote, ça peut être vachement sympa. Et ben non, c'était pas génial, c'était pas super bien géré. On avait alors là, c'est la caméra qui posait problème. Oui. La caméra se mettait toujours n'importe comment. Et pardon. Et une danseuse du ventre. C'est ça. Et du coup, on savait pas trop où était le méchant, on savait pas comment le regarder, et des fois il est juste derrière toi, il te met un coup et tu savais pas où il était. On pouvait pas tourner la caméra nous-mêmes, donc on était perdus. C'est ça. Ouais, c'était pas très. Enfin, j'ai pas trouvé très très beau. Visuellement, pour un jeu Wii, ça va. Ouais, pour un jeu Wii, ouais, mais. Pour un jeu Wii, c'était pas mal. Le chara design, il reprenait un peu le chara design de Magna Carta et tout, ça aurait pu être bien. Oui. Mais alors, la prise en main, c'est vraiment une grosse merde. Hein. Moi aussi, je suis déçu. Je pensais que ça allait être un peu comme White Knight Chronicles, parce que vraiment les persos étaient super jolis, un peu manga, mais finalement, on a fait que taper. Il fallait. Le but du jeu, c'était survivre et tu faisais rien du tout à part appuyer sur A et C, donc. Et vu que tu as le micro, oui. Encore une fois, eh ben, on va se faire des amis avec la Wii. Alors moi j'ai testé un autre jeu du style qui s'appelle Pandora's Tale, c'est ça?
Non, pas Tower. Et alors c'était nul. Bon, c'était en japonais, donc déjà j'ai rien compris. Mais en plus, franchement, au niveau design, c'était super moche. Les couleurs étaient toutes grises. Les personnages étaient vus de super haut, donc on les voyait à peine. Et on n'a pas, enfin, en fait, on savait pas ce qu'il fallait faire. Enfin, c'était pas l'air précis. C'était pas du tout précis. Il fallait juste mettre des coups d'épée. Moi, c'est la première fois que je touchais à une Wiimote et je dois dire, ça m'a totalement refroidi. Non, alors là, c'est fini pour moi la Wii et les RPG. Non. Ça fait 2 déceptions Wii quand même. Ouais, et toi, déception? Bien joué la Wii. Moi, ma déception, c'est ça. J'ai The Last Story que j'avais vraiment pas aimé. Mini déception aussi pour Skyrim parce que je trouve ça toujours beaucoup trop rigide, la prise en main, enfin la vue, ça me gêne toujours autant. Et les actions, quand tu frappes quelqu'un, t'as pas l'impression de le toucher. C'est juste au bruitage, t'entends shrink, mais c'est tout. Tu vois pas, genre tu mets un grand coup de hache dans la gueule du dragon, il bouge pas quoi, t'entends shrink, donc c'est un peu dommage. Autre déception, enfin pareil pour Skyrim, enfin moi j'ai trouvé super le jeu, mais en tout cas dans la démo on sait pas trop où aller, on sait pas ce qu'il faut faire, il y a pas vraiment d'histoire, donc je suis allé chasser le caribou à un moment, tellement je savais pas quoi faire. Non mais ça c'est parce que c'était la démo, oui, mais après c'est vrai que Skyrim, il y aura des quêtes, il y a un journal de quêtes et tout ça. Mais Skyrim, enfin comme Elder Scrolls et tout ça, c'est des jeux dans lesquels tu peux te perdre complètement. Finir à l'autre bout du monde parce que t'as voulu t'amuser, mais sauf qu'après tu reprends au même endroit et tu sais plus où aller. Tu achètes un cheval et tu cours. C'est pour ça que j'avais arrêté Morrowind. Mais tu vois, Draken 5 qui ressemble un peu à ce type de jeu, il est ultra ouvert, mais il te guide quand même un peu plus. Tu sais ce qu'il faut faire, tu vois tes quêtes, et là je trouve ça moins bien. Draken 5, tu peux vraiment pas aller partout. Non mais c'est au fur et à mesure tu découvres des territoires, mais c'est super grand quand même. Ça n'a rien à voir avec Skyrim et Morrowind au niveau de la map. Elle est vraiment monstrueuse. T'as vraiment c'est limite nos limites quoi. Limite nos limites. C'est pour ça que je dis c'est mieux géré ce Draken 5. Bon. Moi, dans ma déception, c'est Saints Row the Third. Ah bon? Pourtant, il y avait une super soirée. Non, mais justement, ma déception, c'est de pas avoir été à la soirée, les Go-Go Dancers et tout ça. Mais non. La déception, c'est qu'en fait, ils en font tout un pataquès. Ils ont un super stand de folie. On a été tester le jeu. Et alors là, c'est un GTA ni plus ni moins. Sauf qu'en plus, il y a un peu moins de buts. À part conquérir des territoires, acheter des clubs de striptease et des maisons. De buts, oui, pas de. Et donc voilà. Et j'étais un peu déçu parce que, bon, scénaristiquement, ça casse pas 3 pattes à un canard. Et pire que tout, moche, mais c'est pas transcendant. Voilà. Quoi. Et le pire de tout, en fait, c'est carrément le fait que ce soit un GTA-like, sauf que graphiquement c'est moche. C'est moche, ça n'a pas évolué. GTA il est sorti GTA 4 il est sorti il y a des années maintenant, et on est face à un jeu qui se veut genre un peu un concurrent, sauf qu'il sort avec les mêmes graphismes quoi, des années après. Donc c'est ça que je trouvais dommage. Un peu plus beau, ça aurait été un peu sympa. Les phases d'hélicoptère qu'on a vu en conférence de presse, c'était dramatiquement moche. Donc voilà quoi. Enfin, grosse déception. On va revenir un peu sur d'autres trucs qu'on a essayé pendant le salon. Donc il y avait Mass Effect 3 qui était jouable. Une petite démo. Alors c'est un niveau qu'on a déjà vu 1000 fois dans des vidéos sur internet. Et en fait, bon, ce que moi j'ai noté dans Mass Effect 3 en tout cas, c'était des combats qui étaient plus dynamiques. La caméra qui bouge vachement plus, c'est un peu comme dans Gears of War où t'as l'impression que c'est une caméra épaule qui te suit quand tu cours et tout ça. Les menus après, les menus de compétences. Les menus ont changé et les menus de compétences, c'est hallucinant puisqu'en fait c'est carrément un vrai RPG. C'est devenu des arbres de compétences limite quoi. Ouais, tous les joueurs fans de Mass Effect avaient peur que Mass Effect se transforme en un FPS ou un TPS. Un jeu d'action. Jeu d'action. Et ben en fait, moi je les rassure de suite, il y a énormément de possibilités d'amélioration, de compétences et tout ça. C'est redevenu un vrai jeu de rôle quoi. Même le Mass Effect 2 était plus action que jeu de rôle. Et là pour le coup, il y a eu un gros changement. Après niveau graphisme, tout ça, il n'y a pas trop de changements comparé aux deux, je trouve. Mais c'est pas forcément sur ce point-là qu'on les attendait en fait. Donc moi ça m'a pas gêné. Après ce qu'on a vu d'autre c'était Guild Wars 2. Alors non, juste la vidéo. Du coup ça aurait pu être une déception parce que il y avait rien de jouable et un écran qui diffuse une vidéo en boucle pour moi c'est pas intéressant. Alors nous on a assisté à la conférence avec Audrey le vendredi et il y a pas mal de changements dans le jeu. Puisqu'en fait, avant, vous étiez avec tous les joueurs en ville et dès que vous sortiez de la ville, vous étiez avec soit des mercenaires PNJ, soit avec des amis, vous étiez à 6 maximum et vous faisiez votre quête en instance et ça faisait évoluer l'histoire. Du coup, c'était presque un jeu de rôle solo, mais en coop en fait. Là, par contre, ils ont changé tout ça et ça devient un vrai MMO, c'est-à-dire qu'il y a plus d'instances,
c'est devenu un vrai MMO et quand il y a un gros boss, un gros dragon, tu participes à l'event tout simplement en allant taper. C'est pas mal parce que d'un autre côté t'acceptes plus, il y a plus ce système de quêtes, ça il y a toujours des quêtes, mais il y a tout ce truc là qui est rajouté qui est pas mal. Et du coup en fait tu peux participer à tous les événements comme ça, et en plus le système de loot est bien fait pour pas qu'on puisse se faire piquer des items en fait. Ouais, c'est à dire qu'en fait chaque joueur voit en gros sa version du monde. Quand le dragon est mort, c'est comme si c'était toi qui l'avais tué, et donc du coup t'as les récompenses aussi, et tous les joueurs ont les récompenses. Voilà. C'est assez bien fait. Donc à suivre de près, c'est toujours aussi beau Guild Wars 2, donc magnifique. Voilà. Le dragon, c'est une tuerie. Juste pour avoir vu le dragon, on a qu'une envie, c'est d'y jouer. Dans les jeux encore multi, parce qu'il y en a pas mal, il y avait Ratchet & Clank, All for One. Ouais, on a testé, on s'est bien marré. Et là, pour le coup, c'est du collaboratif à 100% parce que si on est tout seul, on peut absolument rien faire. Tu peux vite faire des conneries et balancer ton partenaire en dehors des plateformes. Oui, aussi, c'est arrivé. On dira pas, on citera pas de nom, mais c'est une petite surprise sympathique. C'est assez sympa parce que c'est collaboratif au niveau pour avancer de plateforme à plateforme en débloquant des objets, mais c'est aussi collaboratif pour tuer les monstres et les attaques se multiplient, donc c'est assez sympa. Bon, après au niveau des autres choses à voir et qu'on n'a pas forcément vu, il y avait The Old Republic où il y avait une énorme queue. Bon, on en a vu beaucoup de toute façon d'images. Le tour du stand, limite une fois et demie des fois. Comme pour Call of Duty, ça faisait le tour, limite 2 fois le tour quoi. Ouais, et Battlefield aussi, enfin voilà, après c'est des jeux, si on a vu la bêta, donc voilà, il n'y avait rien d'exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à voir aussi, tout ce qui était Need for Speed et tout ça. Ça j'aurais bien voulu voir, il y avait aussi un WRC qui avait l'air sympathique. Mais bon, tant pis, il y a trop de monde. Bon, enfin voilà. Pour l'organisation générale du PGW, c'est sympa. Moi, je veux bien parler un peu de Mario. Ah oui, vas-y. Parce que moi, j'aime bien Mario. Mais pour le coup, là, c'était pas super. C'était Mario World 3D. Oui, c'est ça. Sur 3DS. Et sur 3DS. Alors, du coup, on a un univers qui est plus en 2D, mais qui est vraiment en profondeur, tout ça. Et ça change complètement. Et c'est plus mon Mario. Alors. Ouais, mais ça fait penser ça fait penser à Mario 64 quand même. Ça reprend vraiment Mario 64. Et pour rester dans l'univers Nintendo, moi c'est Luigi's Mansion 2 sur 3DS qui était très sympathique par contre. Vraiment super beau, une belle qualité. C'est le même gameplay à peu près vu que c'est en 3D que Mario. Mais le Mario, je l'ai essayé, c'était horrible. Enfin déjà je suis une brêle de base en 2D à Mario, mais alors en 3D c'était pire. Bon, on finit, on conclut. Sur le PGW, il y a énormément de monde. Moi, j'ai été surpris par le monde et j'ai l'impression que les organisateurs sont un peu dépassés parce que les files d'attente sont pas du tout prévues pour absorber autant de monde. Même Morrowind, ça faisait le tour, ça dépassait la file d'attente et tout ça. Je sais pas ce que vous en avez pensé, vous. J'ai pas entendu. Je disais qu'il y avait énormément de monde et qu'on avait l'impression qu'ils avaient du mal à gérer les files d'attente et tout ça. Tu savais jamais où elles démarraient en fait. Et les bandeaux, enfin les petites barres pour délimiter, elles étaient limite invisibles à chaque fois, puis ça refaisait le tour, ça faisait même pas un chemin. Du coup, il fallait demander à tout le monde, vous faites la queue, enfin... Ouais. Bon, après aussi, les trucs hallucinants, c'est à 17h, il y a des gens qui font la queue dehors, et il y a encore je sais pas combien d'heures d'attente, alors que ça ferme à 19h. Donc c'est incompréhensible. C'est un peu comme Disney, mais un jour où ça serait blindé en pleine vacances scolaires et les meilleures attractions. On va dire ça. En surface, c'est quand même assez grand, mais je m'attendais c'est pas à quelque chose, un événement un peu plus grand. Mais bon voilà, enfin sinon c'est sympa quand même, les décors sont sympas là. C'est ce que j'allais dire, les décors, il y a vraiment des stands qui ont fait des trucs bien. Là on a Zelda, on a aussi Mario qui a fait un décor pas mal. Pour moi le plus beau c'est Uncharted. Voilà, Uncharted magnifique quoi. Je l'ai pas vu moi le Uncharted, mais c'est là où il y a la queue d'avion et tout. Il y a la queue d'avion, il y a des déchets, il y a en fait l'avion s'est éventré et ils ont pris les sièges d'avion pour faire des trucs multijoueurs, donc tu t'assois dans l'avion et tout ça. Et il y a des caisses partout, voilà, il y a de la fumée qui sort de la carlingue d'avion. Super beau stand. Super beau, et en plus il y a une petite animation avec un faux Drake qui se bat et tout ça, donc c'est vraiment sympa. On a terminé ? Non, quand même, autre chose à noter, c'est le nombre hallucinant de jeux de danse qui sont présentés. C'est un truc danseur de fou. égale gamer maintenant. C'est ça. Tout le monde danse. Avec il y a des stands de danse avec partout. PS Move. Il y a presque la moitié des stands qui sont des jeux de danse quoi. Ouais, la moitié des stands, des jeux de danse, quasiment. Danse, fitness, Zumba, tout ce que vous voulez, tout ce genre de trucs. Plein de babes. Pour le coup, plein de babes. Enfin, plein de danseuses. Bien, hein. Ah, ça c'est joli pour finir l'émission. Et les danseuses, elles étaient jolies, elles dansaient bien, et voilà, c'est tout.
En parlant de Babe, alors autant il y en a qui font très vulgaire, mais il y en a une qui a fait un cosplay de Ivy et il est juste magnifique. parfait, il Bah, fait si pas vulgaire, il en faut plus. Je crois qu'on l'a quelque part en photo, on l'incrustera. On va terminer parce qu'il y a presque plus de bandes, on arrive au bout. Merci de nous avoir suivis pour ce Geeking numéro 109. On vous dit dans 15 jours pour le 110. On va rappeler vite fait les Twitter, donc @abrutim, @season1, @linilim, voilà, @Cédric Bonnet et @Chris Gaijin TV, pardon, je vais y arriver, qui reste à Bordeaux et que vous avez vu au début de l'émission de toute façon. Voilà. Merci encore de nous avoir suivis donc et à très vite. Ciao. Since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek after nobody thinks it's chic, because I don't require approval in the end. I have been a nerd since long before anyone heard that fair and scrawny was the latest fashion trend. And I'll still be a geek it's chic, you will find that I have nothing to defend. Oh, I don't need your approval in the end. Des raisins, tu déconnes là, des bonbons. Oh, mais tu veux vraiment? Tu vas pas partir à l'autre bout avec mes trucs au wasabi. Le mélange mortel, c'est tu bois ça et tu manges ça après. Non, t'as essayé un bonbon avec du wasabi? Ah non, avec l'alcool, enfin avec le jus de pomme. Et là tu vois, et là ça fait mal. Et là tu vas voir, ça fait mal. Allez, 2. Franchement, ça fait mal. C'est faux. Si. Allez. Ça fait mal. Tu sens que ça veut remonter. Tu sens que ça veut remonter et ça fait mal. Tiens, je crois que j'avais du wasabi sur les yeux. Mais tu t'es frotté les yeux. Ouais. C'est le gage. Après, il faut pas aller. J'espère qu'il y a du papier aux toilettes. Si tu t'essuies. Oh. Ça va piquer la nuque. C'est pas marqué, c'est daté du 18 octobre l'article. Donc ça doit être avant. Décembre. Ah non, c'est après, mais ils ont fait l'article. Oh le foutage de gueule. Oh là là, bah. Allez. Tu peux pas le faire dans un truc où on peut avoir des fours gratuits parce que moi je prends un four. Pardon. Okay. Un four. Un four. C'est un four. Ah non, c'est pas ça. Si vous avez un four gratuit. N'importe quoi. Échange four contre chat. Non, je garde mon chat. Ok. Garde le chat pour mettre le chat dans le four en fait. Mais oui, pour le CG, tu fais comment? Et pour manger, tu fais comment? Ça tourne, hein? Je refais un clap au cas où. Voilà. C'était le cas où. Au cas où. D'accord. Ah, Tiens, un cas où.